Aik est un puissant magicien qui sert de commandant dans l'armée du Seigneur Démon. Avec ses compétences et sa puissance, il est devenu un membre inestimable de l'armée des démons, mais il y a juste un problème, il est secrètement un humain. Pendant une guerre, les troupes orques parviennent à percer les murs d'un château grâce à des explosions bien placées près de la base du mur que Aik leur a fourni. Pendant que tout cela se passe, il observe depuis au-dessus avec le chef orc, qui est grandement satisfait des résultats de l'invasion de ses troupes après avoir suivi les conseils de Aik. Cependant, Aik n'est pas surpris par le résultat, car la victoire était quasiment assurée dès qu'il a été assigné pour superviser cette opération. À l'intérieur du château, les humains et les démons sont engagés dans un combat mortel, mais les démons sont beaucoup mieux équipés pour gagner grâce à leur force innée, donc les soldats humains se font massacrer. Pendant ce temps, le capitaine des chevaliers est dans le château, regardant ses hommes mourir un par un depuis la sécurité d'une fenêtre du château, probablement en regrettant le jour où il a choisi de s'engager comme chevalier. C'est alors qu'il réalise qu'il n'est pas seul dans la pièce, alors il se retourne et découvre que Aik a réussi à se faufiler. Le capitaine sait qu'il est à peu près foutu maintenant, alors il se tourne vers Aik et lui demande qui il est. Aik se présente comme le commandant de la 7e brigade des morts-vivants du Seigneur Démon et dit au capitaine des chevaliers qu'il ne lui reste que quelques options. Ses soldats sont presque tous morts, alors Aik lui dit qu'il aime ce territoire et qu'il le veut, donc on peut faire cela de la manière facile ou de la manière difficile, le choix est à lui. Le capitaine ne voulant pas se rendre sans se battre, il dit à Aik qu'aucune de ces options ne lui convient alors qu'il se jette en avant pour une attaque désespérée. Mais Aik n'est pas surpris du tout, car il s'attendait déjà à devoir le faire à la manière difficile. Il lance rapidement un sort à bout portant qui frappe le capitaine des chevaliers et le neutralise. Aik a officiellement gagné cette guerre, mais quand le chef orc entre dans la pièce pour le féliciter de sa victoire, alors que la chose normale à faire pour un commandant démon à ce moment-là serait de tuer tous les membres survivants de l'armée, Aik a d'autres plans. Il ordonne au chef orc de fournir les premiers soins au capitaine des chevaliers ainsi qu'à tout humain qui se rend. Aik est observé par une sorcière à travers sa boule de cristal, et elle est surprise qu'il ait réussi à prendre le château d'Arsenam avec juste une seule brigade et une semaine de préparation, donc elle est intéressée par le potentiel de Aik. De retour au château, Aik crée une barrière autour de lui-même pour éviter d'être observé davantage et, une fois qu'il a enfin un peu d'intimité, il pense à lui-même qu'il se sent coupable d'avoir blessé tant de gens, même si c'était nécessaire pour gagner la bataille. Il ne s'habituera jamais vraiment au carnage associé à la guerre, car même si cela devrait être une seconde nature pour un démon, Aik n'est qu'un humain déguisé. Son professeur Romberg était un grand mage, mais il connaissait aussi beaucoup de choses sur le monde et la civilisation avancée qui existait autrefois. Un jour, Romberg a trouvé Aik bébé et a décidé de l'adopter pour le plaisir, et au fil des ans que Aik a passé avec Romberg, il a appris toute la magie et les connaissances que Romberg avait à sa disposition. Mais le dernier souhait de Romberg avant de mourir de vieillesse était que Aik ne devrait jamais parler de la civilisation ancienne, car cela provoquerait un désastre si les gens en savaient quelque chose. Il y avait aussi une autre chose que Romberg avait demandé à Aik, ne jamais se laisser voir sans sa robe ou son masque, car s'il était découvert comme étant humain, le Seigneur Démon ne l'épargnerait pas. Depuis ce jour-là, Aik n'a jamais enlevé son masque et même maintenant, il ne peut l'enlever que grâce à la puissante barrière qu'il a érigée autour de la pièce. Avec la barrière, cela empêche quiconque d'entrer dans la pièce sans sa permission, mais malheureusement, cela ne s'applique pas aux personnes déjà présentes dans la pièce. Aik regarde en bas et voit la servante qui s'était cachée sous le bureau et elle le supplie de ne pas la tuer puisqu'elle ne dira à personne son secret. Mais elle se cogne accidentellement la tête contre le bureau et tombe. Aik vérifie son état et elle semble toujours en vie, mais il aurait vraiment préféré qu'elle ne le soit pas, car il avait réussi à garder son identité secrète pendant plus de 20 ans à ce stade. Pourquoi la première personne à découvrir son secret doit-elle être une servante maladroite? Juste à ce moment-là, le chef orc frappe à la porte parce qu'il veut parler à Aik, donc il devra régler le problème de la servante plus tard. À l'extérieur, le chef orc dit à Aik qu'ils ont réussi à s'emparer du château, mais il trouve étrange que Aik laisse vivre tant d'humains. Aik lui dit que ce n'est pas un problème puisque le nouveau seigneur démon ne se préoccupe pas particulièrement du nombre de morts tant que le travail est fait. Le chef orc comprend, mais lui et les autres espéraient massacrer tous les humains et brûler le village jusqu'au sol. Aik se demande alors quel serait l'intérêt de faire cela, surtout si tuer tout le monde signifie qu'il n'y aurait plus personne pour payer des impôts. Arsenam est une ville commerçante, alors qui ferait tout le commerce s'il tuait tous les humains? À ce moment-là, Aik et l'orc rencontrent quelques humains qui souhaitent parler à Aik. L'orc commence à les crier dessus pour avoir osé parler directement au grand Aik, mais Aik dit que c'est bon et demande au chef du village de parler. Le chef a accepté que la ville soit désormais sous le contrôle de l'armée des démons, alors il veut savoir combien ils s'attendent à payer en impôts au seigneur démon. Aik lui dit qu'ils peuvent payer le montant habituel qu'ils ont toujours payé, mais il précise que si l'un d'eux résiste jamais au seigneur démon pour quelque raison que ce soit, il n'y aura aucune pitié pour eux. Juste à ce moment-là, Aik remarque que quelque chose ne va pas et un instant plus tard, il est téléporté dans une pièce sombre avec un monstre géant derrière lui ayant des intentions malveillantes.
Aik saute de côté pour éviter les attaques entrantes et on dirait que ce n'est pas la première fois que cela se produit car Aik se plaint à la sorcière qui lui avait demandé de ne pas le convoquer de nulle part comme ça. Puisqu'il est déjà là, Aik décide d'éliminer le monstre en utilisant son bâton pour lancer un puissant sort et il détruit le golem en un seul coup. La sorcière est impressionnée par les capacités de Aik car elle était assez confiante dans la force de ce golem. On découvre enfin que son nom est Sephiroth. Elle est la supérieure directe de Aik dans l'armée des démons et aussi la seule démon à savoir qu'il est en réalité un humain. Aik lui demande d'envoyer un messager la prochaine fois qu'elle veut lui parler, mais elle trouve amusant de le surprendre avec des téléportations. Aik accepte qu'il va devoir continuer à gérer les bêtises de Sephiroth, alors il lui demande si elle l'a convoqué ici à cause de la bataille d'Arsenam. Elle lui dit que ce n'est pas pour cela qu'elle l'a appelé, car ses familiers auraient pu lui dire tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur la bataille. Elle est parfaitement satisfaite de la manière dont Aik a pris le contrôle de la ville et de la façon dont il a choisi d'épargner les humains. Mais alors Aik se demande pourquoi elle a pris la peine de le convoquer. Sephiroth l'informe que le seigneur démon d'Ahirokutan souhaite le voir en personne. Aik est choqué d'entendre cela car il serait le premier commandant de brigade à jamais recevoir l'honneur de rencontrer le seigneur démon. Mais Aik se demande encore pourquoi d'Ahirokutan voudrait le voir. Sephiroth suppose que c'est à cause de l'exploit impressionnant de Aik d'avoir capturé Arsenam en seulement une semaine, donc elle va maintenant l'emmener au château du seigneur démon. Aik ne s'attendait pas à devoir partir immédiatement, mais il pose la main sur l'épaule de Sephiroth et elle les téléporte tous les deux. Pendant ce temps, au château, la servante reprend enfin conscience. Elle se lève et essaie de partir, mais découvre qu'elle est toujours piégée à l'intérieur de la barrière de Aik. Elle sait qu'elle ne pourra pas traverser une telle barrière, alors elle regarde autour de la pièce et trouve une assiette de nourriture accompagnée d'une note laissée par Aik. Il lui a écrit de manger la nourriture et d'attendre son retour. La servante fait exactement cela, et la nourriture est si délicieuse qu'elle se jette sur l'assiette. Pendant ce temps, Aik et Sephiroth viennent d'arriver au château du seigneur démon, et le miasme puissant entourant le château affecte légèrement Aik puisqu'il est humain. Mais il persévère et continue à marcher vers le château. À la porte, des gardes sont postés, alors Aik demande à Sephiroth si les gardes contrôlent tout le monde qui vient au château, et elle l'informe qu'ils inspectent effectivement chaque personne qui vient ici. Aik s'inquiète maintenant car son identité sera découverte dès que le garde lui demandera d'enlever son masque. Mais Sephiroth lui dit qu'elle s'en occupera. Elle utilise une partie de sa magie pour entourer Aik d'une aura terrifiante, et une fois qu'ils atteignent les gardes, ces derniers n'ont que du respect pour son pouvoir. Ils savent que Aik est le petit-fils de Romberg, et avec une formation d'un si grand mage, il n'est pas étonnant pour eux que Aik soit si puissant. Aik et Sephiroth sont autorisés à entrer dans le château sans poser plus de questions, et après un certain temps de marche, Aik demande combien de temps cela prendra avant d'atteindre la salle d'audience. Sephiroth lui dit qu'ils y sont presque, mais Aik souhaite vraiment pouvoir voler comme Sephiroth dans une situation comme celle-ci. Il a toujours été jaloux de sa magie de vol, et bien qu'il puisse utiliser le sort lui-même, il n'a pas autant de contrôle sur celui-ci qu'elle, donc au mieux, il peut seulement sauter très haut avec. Ils finissent par atteindre la salle d'audience, alors Sephiroth dit à Aik d'attendre à l'extérieur un moment pendant qu'elle parle au seigneur démon en premier. Une fois qu'elle est à l'intérieur, Aik pense à la manière dont l'actuel seigneur démon, d'Ahirokutan, a réussi à renverser la guerre et donner l'avantage aux démons simplement en participant à une seule bataille. Il est le démon le plus fort et les rumeurs parlent de lui comme d'un seigneur cruel et froid, donc il tuerait probablement n'importe qui l'en viendrait à détester. D'un autre côté, il est aussi connu pour être capable de reconnaître le talent malgré les faiblesses que quelqu'un pourrait avoir. Sa nouvelle approche de la gestion des choses a révolutionné l'armée des démons, puisque les démons naissent naturellement avec l'instinct de se battre entre eux au moindre inconvénient. D'Ahirokutan a accompli tout cela pendant son temps en tant que seigneur démon, et maintenant Aik doit le rencontrer. Aik entend Sephiroth l'appeler pour qu'il entre, alors il marche dans la salle du trôné, en saluant le seigneur démon, il est surpris de découvrir que le seigneur démon est en fait une fille. D'Ahirokutan félicite Aik pour sa capacité à capturer Arsenam en seulement une semaine, et il la remercie pour les paroles aimables mais ne pense pas mériter autant de crédit. D'Ahirokutan trouve l'humilité de Aik assez étrange, car cela lui rappelle la manière dont un humain agirait, et Aik regrette immédiatement d'avoir ouvert la bouche car il a presque révélé son identité à l'instant. Heureusement, Sephiroth le couvre et explique que Aik a été élevé par le grand magicien Romberg, qui était connu pour être assez humble, donc cela expliquerait d'où Aik a appris l'humilité. Elle pense également que Aik pourrait être plus intelligent qu'elle ne le pensait initialement, et a donc choisi d'éviter de tuer inutilement les humains même après avoir conquis Arsenam. Mais en ce moment, Aik regrette un peu de ne pas avoir tué ces humains comme un démon normal l'aurait fait, car cela attire maintenant une attention indésirable sur lui. Il demande la permission de parler et explique à d'Ahirokutan qu'il a épargné les humains car, bien qu'ils puissent craindre la terreur, ils n'obéiront pas longtemps à cela. Il a donc pensé qu'il serait préférable d'éviter de les tuer autant que possible pour qu'ils puissent garder leur sens de la normalité et rester productifs. D'Ahirokutan demande si c'était aussi l'opinion de Romberg, et Aik dit oui. Il ne parle que depuis quelques minutes avec elle,
mais il peut déjà dire que Dairokutan doit avoir des connaissances sur les anciennes civilisations dont Romberg a parlé à Aik, et elle a utilisé ces connaissances pour former l'armée des démons telle qu'elle est aujourd'hui. Dairokutan se téléporte de son trône et atterrit devant Aik en disant qu'il est définitivement différent de la plupart des démons, mais la prochaine fois qu'ils se rencontreront, elle aimerait voir à quoi ressemble son visage sous ce masque. Elle se téléporte ensuite derrière lui et dit qu'elle s'attend à voir plus de bons résultats de sa part à l'avenir. Dès qu'elle sort de la pièce, Aik s'effondre de nervosité. Sephiroth se moque de lui pour avoir été si nerveux devant Dairokutan, disant que bien qu'il soit peut-être un puissant magicien, il reste un lâche. Ce qui l'a tellement angoissé, c'est le fait que Dairokutan pouvait dire que le masque n'était pas son vrai visage, mais au moins elle ne sait pas encore qu'il est humain. Sephiroth mentionne également que Aik va recevoir une récompense de Dairokutan pour ses réalisations, bien qu'elle ne qualifierait pas cela exactement de récompense. Un peu plus tard, Aik se téléporte de nouveau à Arsam pour vérifier la servante, et il voit qu'elle a mangé toute la nourriture qu'il lui avait laissée. Il regarde autour et la trouve endormie derrière le bureau. Il la réveille, et dès qu'elle réalise que Aik est de retour, elle commence à supplier pour sa vie et demande à Aik de ne pas lui faire de mal. Aik lui dit de se calmer puisqu'il ne prévoit pas de la tuer, mais d'abord il veut savoir quel est son nom. Elle lui dit qu'on l'appelle 13, car les esclaves ici sont uniquement désignés par leur numéro, mais sa mère l'appelait Sati. Aik dit à Sati qu'il ne peut pas simplement la laisser partir maintenant qu'elle sait qu'il est humain, mais elle promet qu'elle ne révélera jamais son identité réelle à quiconque. Aik croit qu'elle gardera le secret, mais pour s'assurer qu'elle ne le laisse pas échapper, il lui dit qu'elle doit désormais le servir en tant que servante. Sati est plus qu'heureuse d'être sa servante si cela signifie qu'elle peut vivre, donc c'est un accord conclu. Le lendemain, Aik est officiellement couronné dirigeant d'un endroit appelé Ivarius, et la veille, Sephiroth lui avait informé que c'était la récompense que Dairokutan avait préparée pour lui. C'est une ville en première ligne, donc le travail de Aik sera de reconstruire la ville et de doubler ses revenus fiscaux. Aik n'aime pas cela, surtout que Sephiroth était celle qui avait conquis la ville et avait complètement détruit tous les murs, la laissant sans protection. Étant en première ligne, ils doivent avoir des murs de ville prêts au cas où l'armée humaine attaquerait. Mais quand Aik demande à Giron combien de temps il faudra pour reconstruire, il dit que cela prendra au mieux 6 mois. 6 mois, c'est beaucoup trop de temps pour qu'une ville reste sans murs, mais avec uniquement des ouvriers humains, ils ne pourront pas le faire plus rapidement. Cependant, Aik pense qu'il a un moyen de le faire en seulement 1 mois, et cela consiste à utiliser à la fois des ouvriers démons et humains. Giron n'a jamais vu des humains et des démons travailler ensemble de cette manière, et Aik a même eu l'idée d'avoir des équipes de travail de seulement 8 heures pour que les réparations des murs puissent continuer 24 heures sur 24, et il paie également les ouvriers un salaire décent pour maintenir leur morale. Giron est convaincu que Aik est le plus grand atout de l'armée des démons et qu'il finira par devenir le prochain seigneur démon. La guerre entre les humains et les démons continue, en ce moment, les démons ont le dessus. Dairokutan est plutôt satisfait, cependant leur rapport montre que les humains sont en train de conclure une alliance avec le royaume voisin et si cela se produit, cela pourrait renverser le cours de la guerre. Dairokutan décide donc de confier le succès de leur attaque à Aik. Pendant ce temps, dans le royaume humain, le chevalier connu sous le nom de Alistair de la Rose Blanche a été convoqué pour aider le royaume à reprendre Ivarius, car ils ne peuvent pas se permettre de perdre un autre bastion. Une fois sa mission assignée, elle part pour l'accomplir. En même temps, Aik et Sati sont également dans le royaume pour une mission, mais Sati est un peu distraite par un jeu de scam. L'homme dit qu'elle doit simplement deviner où se trouve la balle et si elle a raison, il doublera la somme d'argent qu'elle mise. Sati fait son choix, alors l'homme lui demande de placer sa mise, mais malheureusement, Sati n'a pas d'argent pour parier car Aik ne lui fait pas confiance avec les finances. L'arnaqueur est furieux qu'elle lui ait fait perdre son temps, mais il jette un deuxième coup d'œil à Sati et dit qu'elle peut payer d'une autre manière si elle perd. À ce moment-là, toutes les tasses commencent à flotter dans les airs et il est révélé que la balle n'était sous aucune d'elles au départ. Ainsi, toutes les autres personnes qui ont perdu de l'argent deviennent furieuses et menacent l'homme pour récupérer leur argent. Au milieu de la commotion, Aik tire Sati à l'écart et lui dit qu'elle n'est pas censée quitter son côté en tant que servante, alors elle s'excuse mais dit qu'elle était juste curieuse. Elle remarque alors qu'Aik porte une nouvelle tenue, et Aik explique qu'ils sont en mission pour espionner l'ennemi, donc ils ne pouvaient pas venir ici habillés en démons. Il continue de marcher à travers la ville et voit une troupe de soldats défilant dans les rues, ce qui suffit à Aik pour confirmer que le royaume forme effectivement une alliance. Des alliances comme celle-ci ont été formées 3 fois dans le passé, et chaque fois, cela a entraîné la défaite du seigneur démon et le recul de l'armée jusqu'au château. Sati s'inquiète que l'armée démoniaque soit à nouveau vaincue à cause de cette alliance, mais Aik s'attendait à ce qu'elle espère la chute des démons puisqu'elle est pratiquement une prisonnière en ce moment. Sati explique que, puisque sa mère était esclave dans la société humaine, elle ne serait jamais traitée autrement qu'en esclave et finirait probablement comme les enfants démunis là-bas. Aik dit à Sati qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter puisque l'armée démoniaque actuelle est la plus forte et la plus sage qu'elle ait jamais été, donc ils ne vont pas perdre si facilement. Il continue de marcher dans la rue quand Aik entend quelqu'un crier pour qu'il s'arrête. Il se retourne et voit que c'est l'arnaqueur qui essaie de les confronter.
Il est furieux qu'Aïk ait ruiné son escroquerie parfaitement bonne, alors il a amené ce grand type pour les voler en guise de représailles. Aïk regarde autour et voit qu'il n'y a personne à proximité, alors il décide qu'il sera correct d'enseigner une petite leçon à l'arnaqueur. En un instant, Aïk lance un sort pour geler les jambes du grand gars sur place et enchaîne avec plusieurs glaçons pointés vers l'arnaqueur. L'arnaqueur exige qu'Aïk enlève la glace pour qu'il puisse continuer à les voler, mais Aïk le poignarde à l'épaule pour montrer qu'il n'a pas peur de lui faire mal s'il ne se conforme pas. L'homme comprend finalement la situation dans laquelle il se trouve et accepte de dire à Aïk tout ce qu'il veut savoir. Aïk lui demande donc à quoi servent tous les soldats en ville, car ils semblent tous être pressés. L'homme dit d'abord qu'il ne sait rien, mais Aïk menace de le tuer immédiatement, alors il finit par révéler des informations sur l'Alliance et comment l'armée de Rosaria est impatiente de gagner un peu de gloire avant que l'Alliance ne s'implique. Aïk peut comprendre pourquoi il voudrait faire cela, car un plus grand nombre de victimes vous gagne automatiquement plus de respect lors de toute réunion stratégique tenue. Cependant, s'il échouait dans leur mission, cela mettrait Rosaria dans une position terrible. Aïk devine où ils vont lancer leur attaque, et l'arnaqueur lui dit qu'il n'y a qu'un seul endroit qu'il pourrait cibler en ce moment et c'est Ivarius. Selon les rapports, Ivarius a actuellement un grand trou dans ses murs, il est donc garanti qu'il sera mal défendu. Aïk a maintenant une bonne compréhension de la situation et, comme l'arnaqueur lui a donné des informations utiles, il le laisse tranquille. Cependant, il n'a jamais dit qu'il enlèverait la glace. Une fois de retour au bureau de Aïk, il s'assoit à son bureau pour terminer quelques papiers, et Sati lui apporte du thé pour l'aider à se détendre. C'est alors que la fille démoniaque fait irruption dans la pièce et exige de savoir où Aïk a été pendant les dernières heures, car elle était très inquiète pour lui. Aïk explique calmement qu'il était occupé à espionner le royaume de Rosaria, mais sa réponse raisonnable ne la rassure pas. Elle commence alors à s'en prendre à Sati et questionne pourquoi Aïk a une humaine à ses côtés. Sati se présente comme la servante de Aïk, mais la fille la rejette et l'appelle sans détour une laideur, avant de proposer de devenir la servante de Aïk à la place. Sati est furieuse à ce stade et dit à la fille de ne pas toucher Aïk, car il est trop fatigué pour s'occuper des femmes en ce moment. Cela commence une longue dispute entre les deux, chacune accusant l'autre d'essayer de séduire Aïk, et Aïk est assez intelligent pour ne pas s'impliquer. Pendant ce temps, l'armée de Rosaria s'est rassemblée à l'extérieur d'Ivarius et se prépare à attaquer. Il trouve étrange qu'il n'y ait presque pas de garde près des murs, mais il suppose que c'est dû à leur manque de main-d'œuvre pour défendre efficacement leur bastion. Ils informent bientôt Alistair qu'ils ont terminé les préparatifs pour l'attaque et sont prêts à tirer sur son ordre, alors Alistair donne l'ordre de tirer. Cependant, dès qu'elle le fait, plusieurs soldats squelettes émergent du sol et entourent les forces d'Alistair. Les soldats se préparent à défendre les engins de siège, car de simples squelettes ne devraient pas être un problème pour eux. Mais tout à coup, un des soldats est abattu de nulle part et tout se détériore pour les humains à partir de là. Alistair voit qu'il n'y a plus aucun moyen pour eux de gagner cette bataille, alors elle ordonne une retraite immédiate. Aïk et Giron observaient toute la scène du haut du mur et félicitent Alistair pour avoir pris la sage décision de se retirer, bien que la seule raison pour laquelle ils ont réussi à gagner soit grâce à la mission de reconnaissance de Aïk plus tôt. Cependant, alors qu'ils ne faisaient pas attention, un assassin a réussi à se faufiler derrière Aïk et à tirer une flèche droit dans son dos, le faisant tomber au sol et perdre connaissance. Pendant ce temps, le général vient d'être informé qu'Alistair a été forcé de se retirer du combat en raison de circonstances imprévues. Le soldat tente d'expliquer que l'armée démoniaque avait préparé une embuscade avant leur arrivée, mais le général ne veut rien entendre et ordonne qu'Alistair soit emprisonné pour avoir perdu. Le soldat réalise que c'est une décision stupide, alors il tente d'expliquer qu'Alistair est l'un des plus grands commandants du royaume et que la jeter en prison pour une seule défaite ne fera que ruiner le moral des soldats et affecter leur future bataille négativement, mais le général s'en moque et insiste pour qu'Alistair soit puni pour avoir échoué dans la mission qu'il lui avait confiée. De retour à Ivarius, Aïk se réveille dans son lit après s'être remis de sa blessure, mais il trouve Séphiro dormant à côté de lui et lui pose beaucoup de questions. Tout d'abord, il veut savoir pourquoi Séphiro est dans son lit, mais elle évite la question et dit qu'elle lui a sauvé la vie, bien qu'elle rende la situation très suspecte. Finalement, Aïk la convainc d'être sérieuse et de lui dire ce qui s'est passé puisqu'il ne se souvient pas comment il s'est retrouvé dans cet état. Elle informe Aïk qu'elle l'a soigné après qu'il ait été touché dans le dos par une flèche. C'était une blessure dévastatrice, mais grâce à ses soins, il ne devrait même plus y avoir de cicatrice. En avançant, Séphiro mentionne que les rapports indiquent qu'aucun humain n'a été tué pendant l'attaque. Elle sait que Aïk est réticent à tuer des gens lorsqu'il n'est pas obligé de le faire, mais il pourrait à nouveau attirer la suspicion du Seigneur Démon s'il continue d'agir de cette manière. Aïk comprend le point de vue de Séphiro, mais il essaie de trouver un moyen pour que les humains et les démons vivent ensemble sans avoir à se battre. Ainsi, tuer inutilement ne ferait que dérailler ses plans. Séphiro peut respecter la dévotion Aïk à trouver la paix entre les races, donc elle laisse tomber le sujet pour le moment et lui dit de rester ici pour l'instant et de se reposer, car après tout, il est toujours humain. Une fois Séphiro parti, Aïk examine la flèche qui a été utilisée pour le tirer. D'après ce qu'il a appris, il a été tiré par derrière, ce qui signifie soit que quelqu'un a dû infiltrer le château pour l'atteindre,
soit qu'il y a eu une trahison de la part de quelqu'un de proche de lui. Juste à ce moment-là, Ike entend un coup à la porte, alors il remet son masque de squelette juste au moment où Satie et Lilith entrent pour voir comment il va. Elles étaient toutes les deux inquiètes pour Ike et elles continuent de se disputer pour savoir laquelle d'entre elles pourra séduire Ike. Lilith dit à Satie de rester à distance de Ike tandis qu'elle se blottit contre son bras. Cependant, Satie veut aussi se rapprocher de Ike, alors elle et Lilith se disputent de nouveau. Heureusement, Giron vient à la rescousse et attrape rapidement Lilith avant de la jeter hors de la pièce et de verrouiller la porte. Lilith commence à frapper à la porte en demandant qu'on la laisse entrer, mais Giron sait qu'elle agace sérieusement Ike, alors il la garde dehors. Ike le remercie pour son aide et lui demande une faveur, il veut savoir où se trouve Alistair. Giron promet de se renseigner et après quelques heures de recherche, Ike apprend qu'Alistair a été emprisonné pour son échec à reprendre Ivarius. Cette mission devait être une simple mission secrète pour rencontrer Alistair, mais malheureusement, Lilith l'a suivi ici et commence à avertir Ike que les humains peuvent être assez violents parfois, donc il n'est pas sûr de venir ici en personne. Ike pense qu'il sera en sécurité car il y a quelque chose qu'il veut demander à Alistair en personne, mais il ne se souvient pas non plus d'avoir demandé à Lilith de l'accompagner. Lilith dit que ce sera plus intéressant à deux et qu'après avoir terminé la mission, ils pourront s'amuser autant qu'ils le veulent. De plus, Satie a pu l'accompagner lors de sa dernière mission, donc il est juste qu'elle puisse se joindre à lui cette fois-ci. Ike ne veut pas se disputer à ce sujet, alors il permet à Lilith de l'accompagner cette fois-ci, mais il lui dit qu'elle doit le suivre de près. Ils finissent par arriver à la porte d'entrée des prisons et cela ne semble pas particulièrement bien gardé, alors Lilith pense qu'elle pourrait probablement s'introduire toute seule. Ike l'arrête et dit qu'il ne veut pas faire de bruit, donc il veut qu'ils entrent et sortent aussi vite et aussi paisiblement que possible. Cependant, Lilith avait déjà assommé les gardes au moment où il avait fini de parler. Ils entrent à l'intérieur et l'endroit est beaucoup plus grand qu'Ike ne le pensait, donc cela pourrait prendre un certain temps pour trouver la cellule d'Alistair. Cependant, Lilith a une meilleure idée et tabasse simplement le directeur de la prison pour lui faire donner ses clés et lui dire où Alistair est détenu. Alistair est apparemment au dernier étage, mais alors qu'Ike et Lilith s'apprêtent à monter, les autres gardes arrivent en raison de tous les cris qu'ils ont entendus du directeur plus tôt. Lilith dit à Ike de continuer sans elle pendant qu'elle s'occupe des gardes, mais avant qu'Ike ne parte, il lui rappelle qu'il ne veut pas de sang inutile. Lilith promet de ne tuer personne, mais alors qu'Ike s'éloigne, il entend les gardes crier de douleur avec plusieurs os brisés. Il l'ignore pour l'instant et monte les escaliers jusqu'à ce qu'il arrive à ce qui devrait être la cellule d'Alistair, mais il est choqué de la trouver complètement vide. À ce moment-là, une fille se faufile par derrière et tente de poignarder Ike dans le dos, mais il parvient à l'éviter et à la plaquer au sol. Il se rend vite compte que la fille est en fait Alistair, alors il se relève et dit qu'il veut poser une question. Il veut savoir si elle a envoyé un assassin au château pour le tuer lors de la dernière bataille, car si ce n'était pas Alistair, cela ne peut signifier qu'il a un traître parmi ses alliés. Au lieu de répondre immédiatement, Alistair s'approche d'Ike et lui demande s'il est vraiment un démon, car il ne lui semble pas en être un. Ike essaie de faire l'ignorant, mais alors que les gardes commencent à monter les escaliers pour le poursuivre, Ike est distrait. Alistair en profite pour mettre son couteau à la gorge d'Ike et lui demander une fois de plus s'il est en fait un humain. Elle veut savoir si Ike est vraiment humain ou non, donc même lorsque les gardes commencent à se rapprocher de lui, elle refuse de bouger jusqu'à ce qu'elle obtienne sa réponse, car elle ne veut pas qu'il bouge. Ike dit qu'il ne bougera pas, mais cela ne l'empêche pas de lancer un sort. Avant qu'Alistair ne se rende compte de ce qui se passe, Ike prononce une incantation, et tout le monde est immédiatement figé sur place. Ike s'approche des gardes et les repousse avec un sort de vent. Cependant, au moment suivant, un autre garde s'approche discrètement derrière Ike et tente de l'attaquer avec sa masse. Ike réussit à esquiver et, une fois en sécurité, il utilise la magie pour clouer le garde à la grille du pont, le faisant finalement chuter vers sa perte. Cependant, Maori tombe au sol, et Ike lance un autre sort pour amortir sa chute. Alistair ne comprend pas pourquoi Ike irait jusqu'à sauver un humain, mais les dommages causés au pont sont plus importants qu'Ike ne l'avait prévu, et Alistair ne peut toujours pas bouger. La grille sous elle finit par céder, et elle tombe à son tour vers sa perte. Mais tout comme le dernier, Ike sauve Alistair avant qu'elle ne touche le sol. Alistair est encore plus confus qu'avant, car il n'est pas logique pour un démon de lui sauver la vie. Ike l'ignore et se présente correctement cette fois. Il dit qu'il est le commandant de la 7e armée du Seigneur Démon, et Alistair réalise qu'il doit être le général qui a défendu Ivarius contre ses troupes. Ike utilise le fait qu'il est un commandant démoniaque comme preuve qu'il ne pourrait pas être un humain, car l'armée des démons ne serait jamais assez stupide pour laisser un humain devenir un officier de haut rang dans leur armée. Alistair croit maintenant qu'Ike est un démon, alors Ike réitère sa question et demande à Alistair si elle est celle qui a envoyé un assassin, mais elle refuse obstinément de lui dire quoi que ce soit. Elle est une fière chevalière du royaume, alors elle préfère mourir que de fournir des informations qui pourraient être utiles à l'ennemi. Ike se rend compte qu'elle ne va pas lui donner les réponses qu'il cherche, alors il s'approche d'Alistair et commence à utiliser la magie de lecture des pensées sur elle. Pendant qu'il fait cela, Lilith entre pour vérifier ce qu'il fait et est furieuse qu'Ike flirte avec une femme humaine alors qu'elle est là.
Elle essaie de le serrer dans ses bras, mais il a déjà obtenu toutes les informations dont il avait besoin dans la tête d'Alistair, alors il dit qu'il va partir maintenant. Alors qu'Ike et Lilith s'apprêtent à partir, Alistair les interpelle et demande pourquoi Ike a pris la peine de s'introduire dans la prison s'il allait simplement partir pacifiquement. Ike lui répond qu'il n'a plus de raison de rester, car il sait qu'Alistair n'avait rien à voir avec l'assassinat. Pendant qu'il lisait ses pensées, il a pu voir quelques-unes de ses réflexions. Il dit à Alistair qu'elle ne devrait pas se sentir si mal d'avoir perdu la bataille, car il est important pour un commandant comme elle d'apprendre de ses erreurs et de continuer à avancer. Après cela, il dit à Lilith de se préparer pour qu'ils puissent partir, mais avant cela, elle suggère qu'ils aillent quelque part en privé pour s'amuser un peu. Ike refuse immédiatement et ouvre un portail pour les téléporter au château. Après leur départ, Alistair reste avec beaucoup de questions sur ce qui vient de se passer. De retour au manoir, Ike est accueilli par Sati à son retour et il lui dit qu'il a un cadeau pour elle. Elle est curieuse de voir ce que c'est, alors elle s'approche de lui et Ike verse un sac de riz dans sa main. Sati n'a jamais vu de riz auparavant, alors elle ne sait pas ce que c'est, ce qui pousse Ike à lui dire qu'il l'a trouvé dans la capitale de l'Aza et que cela aidera à augmenter la productivité d'Ivarius. Il a été chargé de trouver un moyen de doubler les revenus fiscaux de la ville. Bien qu'Ivarius produise déjà beaucoup de blé, s'il passait à la culture du riz, il pourrait augmenter la productivité de toute la ville. Sati ne sait pas ce que signifie la productivité, alors Ike prend sur lui de lui expliquer qu'il veut dire qu'ils peuvent cultiver une plus grande quantité de riz que de blé. Cela signifie également qu'ils n'auront pas besoin d'autant de fermiers pour aider à la culture, et ces personnes seront libres de faire autre chose de leur temps. Globalement, la productivité d'Ivarius augmentera lentement et deviendra riche. Ike demande si Sati a compris tout ce qu'il vient de dire, mais son cerveau essaie toujours de comprendre la signification de la productivité. Donc, la leçon d'économie d'Ike a été totalement gaspillée. Il simplifie et dit que cela signifie que les gens auront beaucoup de nourriture et qu'il pourra gagner beaucoup d'argent grâce aux impôts. Sati comprend enfin ce que veut dire Ike, alors pour lancer les choses, il veut que Sati essaie de cuisiner quelque chose avec le riz. Elle n'a jamais essayé de cuisiner du riz auparavant, alors elle demande à Ike ce qu'elle est censée en faire. Cependant, il n'en a aucune idée non plus, car il n'a jamais vu de riz auparavant. Sati est surprise qu'il y ait des choses qu'Ike ne sait pas, mais elle ne sait toujours pas quoi faire avec le riz. Tout ce qu'Ike sait à propos du riz, c'est qu'il faut passer de bas en haut lors de la cuisson, alors il confie à Sati le soin de découvrir le reste pendant qu'il s'occupe de quelques affaires importantes en ville. Quelques minutes plus tard, Ike appelle Giron pour rassembler tous les soldats de son armée dans la cour. Une fois cela fait, il commence à réfléchir à ce qu'il sait jusqu'à présent. La flèche utilisée lors de la tentative d'assassinat appartenait à l'armée d'Alistair, mais en lisant ses pensées, il a vu qu'elle ne savait rien de cette tentative d'assassinat, ce qui ne peut signifier qu'une seule chose, quelqu'un l'a attaqué et a essayé de faire croire que c'était Alistair. Et bien qu'il n'aime pas devoir suspecter ses soldats, il doit aussi affronter le fait qu'il y a probablement un espion parmi eux. Il utilise sa magie de lecture des pensées pour scanner l'esprit de tous ceux qui sont rassemblés, et finalement, après avoir parcouru l'esprit de tout le monde, il trouve un gobelin qui panique en espérant ne pas être attrapé. Dès que les soupçons d'Ike sont confirmés, il se téléporte juste devant le gobelin et l'accuse d'être un espion. Un peu plus tard, Ike se rend au château de Séphiro pour demander des conseils, mais il se trouve qu'il se téléporte alors que Séphiro prend un bain. Cela ne semble pas déranger Séphiro d'être nu devant Ike, mais Ike est gêné, alors il dit qu'il attendra dehors. Avant qu'il ne sorte, Séphiro lui demande s'il a un traître dans son armée. Cela attire l'attention d'Ike, car il n'a encore parlé à personne du gobelin espion. Il demande comment elle le sait. Séphiro dit qu'elle a simplement deviné, alors Ike lui dit que le traître derrière tout cela était Jay, le gobelin borgne. Séphiro n'est pas surprise d'entendre cela, car elle soupçonnait Jay depuis un moment. Ike lui demande alors ce qu'il doit faire maintenant. Elle sort de son bain et dit qu'ils vont faire payer Jay pour sa trahison. Pendant ce temps, à Ivarius, Jay est informé par ses subordonnés qu'Ike s'est rendu récemment chez Séphiro et il ne comprend pas comment Ike a pu se remettre si rapidement après avoir été touché dans le dos. Mais il y a encore plus de mauvaises nouvelles pour lui, car un autre subordonné lui dit qu'ils ont perdu contact avec leur espion dans l'armée d'Ike. Jay sait que c'est une mauvaise nouvelle, car cela signifie probablement qu'Ike a découvert son petit plan. Il décide alors de rassembler ses forces et d'attaquer Ike avant d'être pris. Cependant, à son horreur, il est bientôt informé qu'Ike est dans la rue à sa recherche. Jay sort pour rencontrer Ike et fait semblant d'être sympathique, disant qu'Ike aurait dû le prévenir s'il voulait passer si soudainement. Ike dit qu'il se trouvait simplement dans le coin, alors il a voulu rendre visite à Jay seul. Cependant, Jay est arrivé avec toute son escouade, alors Ike lui demande s'il prévoit de déclencher une guerre ou quelque chose du genre. Jay lui dit que c'est son territoire, donc Ike n'a rien à faire ici. Il mentionne aussi qu'Ike a été blessé il y a peu, alors il doit vraiment perdre son tranchant en tant que commandant s'il s'est laissé atteindre par une flèche aussi facilement. Ike est d'accord avec lui et dit qu'il était en effet négligent à ce moment-là, mais qu'il ne s'attendait pas à être trahi par quelqu'un de son équipe, donc il ne pouvait pas le prévoir. Comme Ike sait que Jay est le traître,
Jay arrête de faire semblant d'être gentil et dit à Ike qu'il a été imprudent de venir ici seul, car toute l'armée de Jay va le déchiqueter maintenant. Ike est heureux d'apprendre que Jay a amené toute son armée pour l'attaquer, car cela signifie qu'il peut tous les faire exploser d'un coup. Jay regarde le ciel et voit plusieurs météores géants tomber sur eux. C'est l'œuvre de Sephiroth et de son sort dévastateur qu'elle adore utiliser, tellement qu'elle a oublié de prévenir Ike de sortir du rayon de l'explosion. Bien qu'elle soit certaine qu'il ira bien, Ike est tout sauf bien, car il est obligé de se cacher derrière un bâtiment pour éviter d'être explosé. Il avait demandé à Sephiroth de limiter la puissance de son attaque pour qu'il puisse reconstruire cette section de la ville ensuite, mais elle a évidemment ignoré sa demande, car cela représente beaucoup trop de puissance. Après la première volée d'explosion, Sephiroth commence la deuxième phase de leur plan et ordonne à ses soldats squelettes de tuer tous les gobelins qui ont survécu. Tandis que Jay regarde ses hommes mourir, Ike se téléporte derrière lui et lui offre un choix, il peut soit se rendre maintenant, soit se rendre une fois que tout le monde sera mort. Après avoir vu ce dont Ike est capable, Jay ordonne encore stupidement à ses hommes de tuer Ike. Ike utilise un sort de vent pour repousser les deux qui l'attaquent de front, mais pendant qu'il fait cela, un autre gobelin tente de le poignarder dans le dos. Ike avait prévu cela et utilise un bouclier pour se protéger, puis élimine le reste des gobelins avec sa magie. Pendant ce temps, Jay tente de s'enfuir, car il ne s'est jamais vraiment soucié de ses soldats. Cependant, avant qu'il ne puisse s'échapper proprement, il est coupé par l'un des monstres de Sephiroth. Il est alors obligé d'utiliser une bombe fumigène pour le distraire et se faufiler dans une ruelle. Il se glisse dans un portail et apparaît dans la forêt, certain d'avoir réussi à tromper Ike et Sephiroth. Mais alors qu'il est sur le point de prendre son chemin secret, une boule de feu est tirée par Ike. Jay demande comment Ike a pu le trouver, car personne ne connaît ce chemin secret à part lui. Ike explique qu'il a suivi Jay avec un de ses familiers tout ce temps. Il demande alors à Jay de se rendre immédiatement, car il n'y a aucun moyen pour Jay de gagner ou de s'échapper. Plutôt que de se rendre, Jay décide d'attaquer Ike, mais ses coups sont bien trop faibles pour traverser le bouclier d'Ike. Ike le repousse avec sa magie et Jay est alors ligoté par des lianes magiques et suspendu pour qu'il ne puisse pas s'échapper. C'est à ce moment-là que Jay admet enfin sa défaite. Il voit pourquoi le Seigneur Démon tient Ike en si haute estime et pense personnellement qu'Ike a beaucoup de talent. Il a donc une proposition pour lui, il veut qu'Ike s'allie avec lui pour prendre le contrôle de l'armée du Seigneur Démon et remettre les choses comme elles étaient. Il se plaint que même si les démons éprouvent naturellement de la joie à subjuguer et tuer des humains, le Seigneur Démon a interdit à quiconque de tuer des humains sans une bonne raison. De nombreux démons n'aiment pas sa façon de faire, alors Jay invite Ike à l'aider à la détrôner, car elle n'est pas apte à être Seigneur Démon. Ike refuse évidemment, alors Jay libère une de ses mains et lance un couteau sur Ike. Ike l'esquive facilement, mais se sent insulté que Jay ait vraiment pensé que cela fonctionnerait sur lui. Ike commence à interroger Jay sur qui d'autre complote pour renverser le Seigneur Démon, mais Jay refuse de révéler quoi que ce soit. Sephiroth arrive bientôt et elle est prête à torturer Jay autant que nécessaire pour obtenir l'information, mais Ike lui demande de le laisser essayer d'obtenir l'information pacifiquement, car il ne veut pas blesser quelqu'un excessivement. Sephiroth se plaint que les méthodes d'Ike prennent trop de temps, alors elle va devoir prendre des mesures drastiques. À ce moment-là, Jay commence à devenir violet et à crier de douleur, ce qui est surprenant, car Sephiroth n'a encore rien fait. Cela signifie donc que Jay a été empoisonné par les autres démons de son groupe pour l'empêcher de révéler leurs secrets. Ike essaie d'utiliser un sort d'antidote, mais le poison est trop puissant, alors Jay va mourir tôt ou tard. Avant de mourir, Sephiroth lui demande s'il veut toujours protéger l'identité des personnes qui l'ont empoisonné sans une seconde de réflexion. Jay accepte de lui dire qui sont les leaders de la rébellion pour qu'elle puisse se venger pour lui. Une fois qu'ils ont cette information, Sephiroth et Ike vont rencontrer le Seigneur Démon et l'informent qu'il y a une rébellion menée par le commandant de la 3e division, Bastéo. Comme ils accusent Bastéo de trahison, le Seigneur Démon veut entendre ce que Bastéo a à dire pour lui-même. Bastéo prétend que Sephiroth et Ike essaient simplement de le piéger, raison pour laquelle ils ont tué Jess pour le faire taire. Il affirme également que Sephiroth complote pour lui voler le contrôle de sa légion. Cependant, toutes ces accusations sans fondement ne font qu'énerver Sephiroth. Dérokutan demande à Sephiroth de se calmer, car elle va gérer la situation. Elle explique ensuite que plus un démon possède de pouvoir, plus il devient avide de pouvoir. Cette ambition est ce qui définit les démons, et elle ne peut donc pas punir un démon pour avoir cherché avidement le pouvoir. Toutefois, elle n'est pas dupe. Elle sait bien que Bastéo ment éhontément et qu'elle ne tombera pas dans le piège de ses accusations. Elle sait également que Sephiroth lui est toujours fidèle. Cependant, c'est tout de même la faute de Sephiroth si Jay a trahi, car elle est censée maintenir la loyauté de ses troupes. Sephiroth accepte cette responsabilité. Selon la loi des démons, Dérokutan doit éliminer les deux, mais elle ne le fait pas car il serait trop coûteux de perdre deux commandants en même temps. Elle décide plutôt qu'ils se battront en duel, et celui qui gagne pourra vivre. Un peu plus tard, Sephiroth se prépare pour le duel. Le Seigneur des démons vient de lui envoyer les détails du duel, elle combattra avec des marionnettes et n'est pas autorisée à participer en personne, tout comme Bastéo.
Ils seront tous les deux responsables de 50 marionnettes et la victoire sera déclarée lorsque l'un des camps aura éliminé toutes les marionnettes de l'autre. Cela semble un peu compliqué pour un duel, car des Rokutan auraient pu simplement les faire combattre jusqu'à la mort, mais Sephiroth suppose que le Seigneur des démons veut tester leurs compétences de commandement. Sephiroth oublie de mentionner une autre disposition, les commandants peuvent désigner un remplaçant pour se battre à leur place. Elle choisit Aik pour combattre à sa place. Aik lui demande si elle est sûre de ne pas vouloir gérer ce duel elle-même, mais elle pense qu'ils ont plus de chances de gagner ainsi, car le duel est un concours de compétences de commandement et elle croit que les compétences de commandant d'Aik sont bien supérieures aux siennes, même si elle est beaucoup plus forte que lui. Pour l'instant, elle lui confie sa vie. Aik n'aime pas être forcé de se battre pour la survie de Sephiroth, mais il n'a pas le choix et doit faire de son mieux. On conduit Aik à voir les marionnettes qu'il commandera. Selon ce qu'on lui a dit, ces marionnettes ont toutes des forces égales et suivent les ordres de leur commandant à la lettre, donc le seul facteur décisif dans ce duel sera les capacités de commandement. Ils peuvent également équiper les marionnettes avec des armes à leur guise, mais Aik ne pense pas que ces épées seront suffisantes pour assurer sa victoire. Plus tard, dans son bureau, Aik réfléchit à de bonnes formations pour les marionnettes lorsque Satie entre et lui offre une tasse de thé. Puisqu'elle est là, Aik demande à Satie ce qu'elle ferait pour gagner un combat, mais Satie n'en a aucune idée, car elle ne voudrait pas se battre. Aik est d'accord que régler les différends sans se battre est la meilleure solution, mais parfois, un adversaire ne sera satisfait que par un combat. Hypothétiquement, il veut savoir ce qu'elle ferait dans cette situation. Satie n'a pas beaucoup d'expérience en combat, mais si elle devait choisir, elle opterait pour un balai comme arme. Aik lui donne raison, car la meilleure arme est celle qui permet de rester hors de portée de l'ennemi tout en pouvant l'attaquer. De même, une épée est meilleure qu'une dague, mais un arc est encore mieux car il permet de frapper de loin. Basteo le sait probablement aussi, il essayera donc probablement d'employer les mêmes tactiques. Satie mentionne que son ancien maître parlait des arbalètes comme étant excellentes en bataille, et Aik pense que c'est une bonne idée, car elles peuvent percer les armures métalliques et sont plus faciles à utiliser que les arcs. Cependant, cela ne fonctionnera pas pour lui car il a besoin de quelque chose d'encore plus puissant que des arbalètes. Il opte pour l'alternative suivante, des armes à feu. Satie n'a jamais entendu parler des armes à feu auparavant, alors elle demande si elles sont puissantes. Aik lui assure que les armes à feu sont incroyablement puissantes, permettant d'attaquer à des centaines de mètres sans que l'adversaire puisse riposter. Satie trouve cela incroyable, mais se demande si Aik est vraiment capable de fabriquer quelque chose de tel. Il admet qu'il ne peut pas le faire seul, mais il a déjà un plan. Sephiroth est une alchimiste extraordinaire, et il est sûr qu'elle pourra fabriquer des armes à feu rapidement. Cependant, quand il va lui demander, Sephiroth lui répond catégoriquement qu'elle ne peut pas le faire. Elle peut être douée pour fabriquer des choses, mais elle ne peut pas créer quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant. Aik essaie d'expliquer qu'il s'agit simplement d'un cylindre en fer avec de la poudre à canon pour lancer une balle, mais Sephiroth l'ignore et commence à lui proposer de la rejoindre pour une baignade. Pendant ce temps, Basteo vient d'être informé qu'Aik prendra la place de Sephiroth en tant que commandant. Alors que son subalterne suppose que Sephiroth doit avoir peur de lui, Basteo sait que Sephiroth doit avoir un plan en tête, bien qu'il ne sache pas encore de quoi il s'agit. Pour l'instant, il informe son subalterne qu'il est très impressionné par l'épée qui a été fabriquée. Le subalterne lui dit qu'elle a été fabriquée à partir d'une dent de dragon et qu'il peut en avoir suffisamment pour équiper tous ses soldats, mais Basteo répond qu'il aura besoin de bien plus que 50 épées pour ce qu'il a prévu. Pendant ce temps, Aik vient de sortir de la piscine avec Sephiroth et il n'en revient pas de son calme alors que sa vie et celle de Sephiroth sont en jeu. À ce moment-là, quelqu'un lui envoie son manteau flottant, et il remercie la personne. Cependant, un moment plus tard, il est choqué de découvrir que la personne est des Rokutan. C'est très mauvais pour Aik puisqu'il ne porte pas son masque, mais il pense pouvoir s'en sortir en bluffant, car des Rokutan pourraient ne pas le reconnaître. Elle laisse tomber un sac sur le sol et demande à Aik de l'ouvrir. Lorsqu'Aik l'ouvre, il est stupéfait de voir une série d'armes à feu. Elle savait qu'Aik cherchait à en obtenir, alors elle s'est donné la peine d'en obtenir pour lui. Aik essaie de nier, car il ne veut pas qu'elle sache qui il est vraiment, mais des Rokutan lui dit qu'il est inutile de mentir puisqu'elle savait déjà qu'il était humain. Romberg lui avait tout raconté sur Aik, alors elle savait dès le début qu'Aik était humain. Si elle le savait depuis le début, Aik lui demande pourquoi elle ne l'a pas éliminé immédiatement. Elle répond qu'elle l'a laissé vivre pour réaliser son souhait, car peu importe la puissance qu'elle possède, elle ne pourra pas atteindre son objectif sans avoir des gens à ses côtés pour se battre pour elle. Aik lui demande quel est son souhait, et la Seigneur des démons explique qu'elle veut construire un monde pacifique et, pour ce faire, elle a besoin du plus grand nombre de personnes compétentes possible. Elle veut donc qu'Aik l'aide à atteindre son objectif. Aik dit qu'il est heureux de la servir, ce qui satisfait des Rokutan, qui se téléportent ensuite. Aik apporte alors les armes à feu à Sephiroth pour qu'elle puisse les voir et elle comprend enfin ce que sont les armes à feu. Elle lui demande comment fabriquer des balles. Aik explique que c'est une boule de métal, alors Sephiroth en conjure une. Cependant, elle est beaucoup trop grande pour être utilisée comme balle. Aik lui dit qu'elle doit être suffisamment petite pour tenir dans le canon de l'arme,
Alors Sephiroth comprend ce qu'elle doit faire, bien qu'elle n'aime pas ça car fabriquer de petites choses lui donne de l'acné. Juste à ce moment-là, une énorme explosion se produit, mais Sephiroth n'a ressenti aucune magie. Ike explique que c'était probablement causé par la poudre à canon en développement. Fiorentina arrive et informe Ike qu'elle a fabriqué la poudre qu'il avait demandé. Ike demande alors à Sephiroth si elle a terminé les balles, et cette fois, elles sont parfaites. Il veut qu'elle en fabrique environ 5 cents de plus. Sephiroth accepte, mais elle délègue tout le travail à Fiorentina car elle ne veut pas le faire elle-même. Ike s'excuse auprès de Fiorentina car il va avoir besoin d'elle pour fabriquer la poudre à canon et les balles, puisque Sephiroth ne veut pas aider. Fiorentina dit qu'elle y est déjà habituée car Sephiroth ne veut jamais faire son travail. Le jour du duel, le stade est rempli de démons impatients de voir de l'action. Basteo commence à se moquer d'Ike pour n'avoir équipé ses marionnettes que de boucliers, alors que les siennes sont entièrement couvertes d'armure. Il demande à Ike ce que fait Sephiroth en ce moment et si elle complote quelque chose, mais peu importe pour lui puisqu'il est sûr de gagner. Ses marionnettes sont recouvertes d'acier de Damasca, ce qui signifie qu'aucune attaque à l'épée ou à la flèche ne pourra les pénétrer. C'était un cadeau de Dérokutan, donc il croit qu'elle doit prendre parti dans ce duel. Ike ne sait pas ce que Dérokutan pensait en donnant à chacun d'eux un équipement comme celui-ci. Peut-être voulait-elle un combat équitable ou peut-être est-ce une sorte de test, mais quelles que soient ses intentions, il pourra toujours lui demander après avoir gagné. Le match commence officiellement et les règles sont rappelées une fois de plus, chaque commandant dispose de 50 marionnettes, et celui qui parvient à détruire toutes les marionnettes ennemies en premier sera déclaré vainqueur, tandis que le perdant mourra. Le signal est donné pour commencer le duel et Basteo ordonne immédiatement à ses marionnettes archers de tirer sur celle d'Ike. Ike ordonne à ses marionnettes de bloquer avec leurs boucliers. Bien que certaines flèches soient bloquées, quelques-unes atteignent les marionnettes d'Ike. Basteo ordonne ensuite à ses autres marionnettes de commencer leur assaut. Elles courent en avant et commencent à ravager les troupes d'Ike, tandis que Basteo rit de voir Ike ne faire que défendre. Après un certain temps, un grand nombre des marionnettes d'Ike ont été tuées, mais Dérokutan sait que ce n'est pas encore fini. Au moment suivant, un fort bruit retentit dans l'arène alors que les marionnettes restantes d'Ike commencent à tirer avec leurs armes à feu. Maintenant qu'Ike a commencé sa contre-attaque, il ne faut pas longtemps avant que ces marionnettes commencent à abattre celles de Basteo avec facilité. Basteo n'a aucune idée de ce qui se passe ni pourquoi il perd. Rapidement, toutes les marionnettes de Basteo tombent au sol, mortes, et Basteo a officiellement perdu la bataille. Le seigneur des démons descend de son siège pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Elle lui propose deux choix, soit il se suicide, soit elle le fera pour lui, mais elle ne le fera pas sans douleur. Cependant, Basteo dit qu'il a prévu autre chose en cas de défaite. Au moment suivant, Basteo fait tirer une flèche par un archer dans le dos de Dérokutan. Contrairement à Ike, elle a pu la voir venir et l'attraper avant qu'elle ne la touche. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'est qu'il y avait un explosif puissant attaché à la flèche, et elle explose. Basteo déclenche ensuite une série d'explosions dans les tribunes, tuant de nombreux spectateurs et permettant à ses soldats morts-vivants d'entrer dans l'arène. Il déclare alors qu'il sera le nouveau seigneur des démons à partir de maintenant. Et en un instant, nous voyons un petit souvenir du passé où des loups dévoraient dans une grotte un couple de pauvres humains. Mais pour leur chance, le grand sage Romberg explorait la même grotte et, utilisant ses pouvoirs, il réussit à les écraser en littéralement une seconde, les laissant libres de voir les victimes, qui étaient un couple d'humains adultes qui avaient tout fait pour garder leur petit garçon en vie. Enfin, maintenant, de retour au présent, nous voyons comment les marionnettes de Basteo ont été détruites. Avant de mourir aux mains du roi démon, il lança sa révolution démoniaque, et bien que les ogres faisaient de leur mieux, à la fin de la journée, les squelettes étaient beaucoup plus nombreux, ce qui rendait la victoire impossible, chose que Basteo savait. Il tenta alors intelligemment de négocier avec son ennemi. Après tout, ce serait un gaspillage que quelqu'un comme Ike meure pour une querelle stupide qui, après tout, ne le concernait même pas. Voyant une fois de plus ses troupes perdre, le jeune Ike ne nia pas qu'il avait une bonne offre devant lui, mais il ne pouvait tout de même pas accepter. Après tout, Ike n'obéirait jamais à quelqu'un d'autre que le Seigneur des Ténèbres. Il sortit alors sa baguette magique pour commencer à se battre, ce qui n'a fait rire que son ennemi, tandis qu'il appelait toute sa légion de squelettes pour mettre fin à la vie du pauvre jeune homme qui, une fois voyant le danger, commença à démontrer qu'il se défendrait si nécessaire, ce qui effraya un instant l'ennemi. Mais avec Basteo en arrière-plan, aucun soldat ne pouvait reculer, étant obligé de faire face à Ike, qui, de nulle part, put invoquer en même temps plusieurs portails interdimensionnels lançant des pointes dans la zone. Il y avait même un soldat qui utilisa sa propre tête pour distraire le mage afin d'essayer de l'attaquer par surprise, mais rien de tout cela ne servirait, car toute personne touchée par la magie d'Ike était simplement détruite par la pression de celle-ci. Voyant la grande quantité d'ennemis qui restaient, le mage commença à prendre de l'altitude, et une fois de plus, des flèches à la bonne distance, un autre puissant sort fut lancé depuis les airs, qui non seulement avait été assez fort pour arrêter tous ses ennemis, mais lui donna aussi la fenêtre pour aller après son ennemi, qui subirait une immense explosion à milieu grâce à Ike, qui parvint à détruire le corps de son ennemi, ne laissant que sa tête,
qui continuait encore à parler pour une raison quelconque, tandis que le reste du corps effrayait Ike. Il découvrirait bientôt que la brigade des non-morts avait bien son nom, car tous étaient des êtres immortels, et peu importe combien de fois leur corps était détruit, ils ne cessaient simplement de ressusciter. Avant de recevoir à nouveau une attaque directe de tout le bataillon, ils utilisaient directement leur tête pour l'arrêter, ce qui le laissa exposé à une attaque directe d'un gobelin ennemi. Mais avec un sort de glace, il le détruit en un instant, et pour le reste des ennemis, un autre sort d'espace-temps fut celui qui les vaincrait. Bien qu'il y ait eu du progrès, il restait encore de nombreux ennemis, et le pire était que cela resterait toujours ainsi, car bien qu'il soit facile à vaincre, Bastéo savait qu'il régénérerait toujours, une chose très différente de la magie d'Aïk, qui avait une limite, et si utilisée en excès, finirait par être consommée jusqu'à le laisser suffisamment exposé pour qu'on en finisse avec lui. Et au loin, nous voyons à nouveau l'archer qui avait tiré sur Aïk dans le passé, revenant à essayer une fois de plus avec sa flèche qui cette fois ne put rien faire contre le jeune homme qui, malgré sa vie, finit par se fatiguer à cause de l'effort physique qu'il fournissait, et cela même fut remarqué par Bastéo, qui fut frappé par la forte résistance de son ennemi, mais après tout, ils étaient contre le capitaine du 7e escadron démoniaque. De toute façon, tout était une question de temps pour le vaincre. Aïk le savait bien, qui bientôt commença à s'effrayer de la grande quantité de magie qu'il avait utilisée en vain. Sachant que les morts-vivants ne mouraient pas car, au final, la magie ne pouvait pas affecter les cadavres. Mais avant d'être éliminé par 3 squelettes ennemis, nous voyons à nouveau la magie du jeune se manifester, cette fois sous la forme de lumière, avec une puissance suffisante pour faire disparaître les morts-vivants. Bien que tout cela fût confus pour Bastéo, qui ne pouvait que regarder à distance la destruction de tous ses subordonnés, un autre encore visait la tête d'Aïk. Mais avant de tirer, son bras fut mystérieusement coupé par Séphiro, qui était finalement arrivé pour soutenir Aïk. Et ce n'était pas tout, car d'autres subordonnés d'Aïk l'aident à nettoyer la zone des ennemis. Certains attendaient avec plus d'impatience de retrouver Aïk que d'autres, comme Lilith, qui se donnait à fond sur le champ de bataille. Avec Séphiro maintenant dans le combat, Bastéo savait qu'il avait peu de chances de gagner. Et pire encore, toutes ses chances s'effondrèrent quand le même seigneur démon qu'il avait tenté de tuer était toujours vivant derrière lui. Bien que, par chance, il n'était pas en colère. En fait, il offrit une autre opportunité au traître, lui promettant le pardon à condition qu'il puisse vaincre Aïk. Devant une telle proposition, Bastéo décida d'affronter directement le chef du 7e escadron, ce qui nous mena à un combat incroyable. À la surprise d'Aïk, Bastéo n'était pas aussi faible que le reste de son bataillon, parvenant non seulement à survivre en touchant sa magie, mais aussi à la détruire avec ses coups. Quand Aïk feignit de s'échapper pour que son ennemi libère une partie de son pouvoir, nous voyons à nouveau la même magie dorée qui désintégra de nombreux soldats morts-vivants. Cette magie consuma l'un des bras de Bastéo. Séphiro, à distance, reconnut immédiatement le sort, car il s'agissait de magie sainte légendaire, supposée disparue. Cette magie, si puissante, avait la capacité de tuer les démons. Malgré sa dangerosité, cela ne changea pas l'expression du roi démon qui, à distance, se contentait d'observer le combat. Sans autre option, Bastéo décida d'attaquer directement son ennemi dans un ultime effort pour gagner. Mais avant de voir ce qui se passait, un autre souvenir du passé nous revient, un jour magnifique où le même bébé, que nous avions vu presque dévoré par les loups, avait grandi. Romberg, qui l'avait élevé, lui demanda ce qu'il souhaitait le plus au monde. Aïk répondit qu'il ne voulait rien. Sans plus de mots, les cours de magie commencèrent pour le jeune garçon qui, dès son jeune âge, réalisait des sorts magiques et étudiait sans relâche, tandis que les jours passaient sans qu'il ne s'en rende compte. Un jour, dans le jardin de sa maison, Aïk demanda s'il existait un sort pour redonner vie aux fleurs fanées, ce qui pour Romberg était impossible, mais pas pour le jeune Aïk, qui possédait de la magie sainte. Cela suscita immédiatement la curiosité d'apprendre chez le petit. Mais son tuteur lui rappela qu'il était désormais un démon et ne pouvait se consacrer qu'aux malédictions. Il lui était interdit de pratiquer les arts blancs, car, en règle générale, la magie sainte était extrêmement difficile pour un démon. Après tout, cela avait beaucoup de sens d'apprendre que la magie sainte absorbait directement le pouvoir du cœur de son utilisateur, qui devait être aimant et compatissant. En d'autres termes, il fallait avoir un cœur pur, capable de se soucier des autres, ce qu'un démon ne posséderait pas facilement. Alors que le petit insistait, Romberg voulut lui faire comprendre combien il était dangereux. En fin de compte, il n'y avait rien qui effrayait un démon autant que la magie sainte. Si jamais il l'apprenait, il ne devait jamais la montrer au démon. Cependant, dans le présent, cette règle ne pouvait être respectée, car cette magie était utilisée pour vaincre un adversaire puissant. Peu importait, car en cet instant, Aïk voulait seulement comprendre comment un commandant pouvait ne pas se soucier de la vie de ses soldats. Même s'il savait qu'ils étaient des morts-vivants, il savait aussi que ce n'était pas juste. De plus, la trahison était une chose à laquelle Bastéo avait eu recours pour tenter de devenir le nouveau roi démon, ce qui ne faisait qu'enrager Aïk. Il savait qu'aucun dirigeant ne devait opprimer son peuple pour atteindre ses objectifs. Ces mots furent entendus par Dairokutan à distance,
qui voyait simplement Bastéo épuisé tenter de trouver un moyen de s'en sortir. Rien ne pouvait cependant arrêter Aïk, qui activa à nouveau sa magie synthé, cette fois, parvint à tuer Bastéo pour de bon, éliminant toute possibilité qu'il ne revive. Séphiro, intrigué, voulut savoir où Aïk avait appris à utiliser un tel pouvoir. Aïk répondit simplement que c'était Romberg qui lui avait enseigné. Mais ce n'était pas l'important pour le jeune homme à ce moment-là. Ce qui comptait, c'était que Séphiro était en vie et n'était pas tombé face à l'ennemi, ce qui apaisait un peu tout ce qui s'était passé. Enfin, presque, car Dérokutan remarqua que, après que Bastéo ait révélé sa vraie nature en trahissant tout le royaume et en tombant au combat, il avait abandonné son poste de chef du 3e bataillon. Puisqu'Aïk avait mis fin à sa vie, il aurait la responsabilité de prendre en charge ce bataillon comme punition. Même si Aïk ne comprenait pas ce qui se passait, il ne put discuter après que le Seigneur des Ténèbres ait quitté la zone aussi vite que possible. Quand tout fut terminé, tout le groupe d'Aïk s'approcha pour se réjouir de sa victoire contre un autre chef de bataillon, chose que tout le monde ne pouvait pas accomplir. Cependant, Séphiro, après avoir vu ce qui s'était passé, ne put rester calme bien longtemps suite à la décision du Seigneur des Ténèbres. Elle voulut immédiatement faire quelque chose et alla voir Dérokutan pour discuter de sa décision, car Aïk était sous son commandement et c'était à elle de décider où il devait aller et ce qu'il devait faire. Mais la reine démoniaque lui rappela qui elle était. Si on parlait de rang, Séphiro se trouvait face à la reine, elle devait donc obéir à ses ordres. Malgré cela, Séphiro insista qu'elle était responsable du bien-être d'Aïk. Proche d'Aïk, la reine lui demanda ce qu'il pensait de cette situation. Dans une autre scène, Séphiro sortit du château très en colère contre le jeune homme qui avait trop parlé devant Dérokutan. Mais sa supérieure ne comprenait pas cette décision et voulut savoir si Aïk avait bien fait de révéler au Seigneur des Ténèbres qu'il était un humain. Même si cela ne posait peut-être pas de problème, Aïk remarqua qu'il était toujours en vie, car, lors de sa discussion avec Dérokutan, il commença à évoquer ses débuts dans une nouvelle ville où humains et démons cohabitaient. C'était le moyen le plus simple de réparer tous les dégâts de la région. Aujourd'hui, grâce à cette étrange décision, démons et humains s'entendaient beaucoup mieux. Il était courant de voir des ogres et des humains travailler ensemble dans les rues sans se nuire, s'entraidant même. Cela permettait aux enfants du village de grandir avec une autre vision des ogres, avec qui ils cohabitaient sans problème. Après cela, Aïk demanda la permission de parler franchement. Bien que ces mots puissent lui coûter la vie, il ne nia pas son véritable objectif dans ce monde, faire coexister humains et démons, malgré leurs différences. En montrant son vrai visage, il s'excusa auprès du roi sombre, car il souhaitait rester un peu plus avec Séphiro, qui l'avait aidé et lui avait appris beaucoup de choses depuis leur rencontre. Non content de cela, Aïk promit au roi sombre de faire d'Ivarius la première ville où humains et démons seraient reconnus par sa population mixte. Dérokutan, à distance, ne pouvait qu'imaginer cette idée dans sa tête. Sati et Aïk observent le paysage lointain de la ville qu'ils gouvernent le lendemain, excités et confiants que le sol et le climat de Ivarius leur permettent d'utiliser le système norique, une méthode agricole qui leur permet de cultiver divers types de nourriture sans laisser le champ en jachère. Avec cela, Sati est ravi de savoir qu'elle peut manger des navets à satiété. D'ailleurs, Aïk aimerait que tous les habitants soient très occupés à construire un endroit où les races peuvent vivre ensemble en harmonie. D'autre part, cette harmonie n'est rien de plus qu'un conte de fées sur les lignes de front de la guerre entre humains et démons, où la violence est le seul chemin qui s'ouvre devant les combattants et les victimes de cet affrontement sanglant. Loin du conflit incessant, Aïk utilise sa magie pour invoquer la pluie et révolutionner l'agriculture à Ivarius. Dans le passé, la technique la plus connue consistait à cultiver du blé puis à laisser le champ reposer, créant des pâturages pour le bétail. Maintenant, pour éviter de laisser le champ vacant trop longtemps, ils cultiveront simultanément de l'orge, du blé, du trèfle et des navets, gardant toujours le champ occupé. En utilisant cette méthode, les humains et les démons ne manqueront jamais de nourriture. Avec ces derniers mots, les citoyens de Ivarius qui suivaient la mise en œuvre de la technique ont célébré autour de leur leader, Aïk. Plus tard, Sati sert du thé au gouverneur et le félicite pour être devenu le vice-commandant. Soudain, Giron fait irruption dans le bureau du leader en panique, l'appelant par son nom. Sati corrige l'orque en disant que le leader doit être adressé par son titre, donc le subordonné s'excuse profusément pour son manque de décorum et accepte toute punition. En parlant de cela, trébuchant sur ces mots, le monstre trouve curieux qu'Aïk ait refusé la position de commandant du corps d'armée. Fatigué du bavardage aléatoire de l'assistant, le mage lui demande d'aller droit au but. Giron l'informe alors que l'Alliance des Rois a commencé à agir la nuit précédente. Le deuxième corps d'armée, qui tentait de prendre Alesté, a été détruit et personne n'a jamais imaginé qu'un bataillon aussi expérimenté et puissant puisse être vaincu de cette manière. Sati demande ce qu'est l'Alliance des Rois, alors Aïk explique qu'il s'agit d'un ancien traité humain. Lorsque l'armée du Seigneur Démon devient trop forte pour qu'une seule nation puisse y faire face, tous les pays du continent s'unissent pour affronter la menace ensemble. Ce traité a eu lieu 3 fois dans le passé et à chaque fois, les démons ont été vaincus. Pour aggraver les choses, Ivarius sera probablement la prochaine cible de l'Alliance humaine car, en plus d'être une région frontalière avec des royaumes ennemis, c'est un territoire stratégique contenant Arsenam,
une base très importante. Conscient de cela, Ike imagine que cette union entre les hommes peut renverser la situation en leur faveur, surtout s'ils reprennent Arsenham. Si cela se produit, l'armée des monstres sera forcée de se retirer à Dvorberg, où se trouve le château du Seigneur Démon, et sera certainement acculée. En même temps, le rêve d'Ike de créer une ville où les deux races peuvent vivre en harmonie s'effondrera. Pour éviter que cela ne se produise, le mage évalue qu'il n'y a qu'un seul moyen de surmonter ces chiffres accablants. Quelques moments plus tard, lors d'une réunion avec ses deux commandants, Fiorentina tenait une arme à feu dans ses mains après avoir découvert qu'il est impossible de produire cette arme avec l'alchimie car, avec un seul tir, l'arme se casse. Il y a donc une limite claire à ce que l'alchimie peut faire en termes de durabilité et de précision des armes. Séphiro se demande s'ils peuvent simplement détruire l'ennemi avec la magie, mais Ike craint que son supérieur ne dévaste toute la ville, il préfère donc armer la population et organiser une défense qui ne détruit pas la maison des défenseurs. À ce propos, Fiorentina suggère d'assembler les pièces métalliques et en bois une par une pour construire les fusils. Sachant que ces pièces sont petites et complexes, le démon conseille de faire appel aux nains pour fournir ce service. Séphiro considère l'idée, mais se souvient que cette race a perdu la guerre contre les humains et erre maintenant séparément dans le monde, et cette tâche nécessiterait qu'un grand nombre d'entre eux se rassemblent pour obtenir la quantité nécessaire. Ike croit que l'espoir réside dans le sauvetage du roi des nains, qui est emprisonné dans le royaume d'Isma. Le nom de ce chef suprême est Gunther. Pendant la guerre, les humains avaient dévasté les villes naines et laissé le chef de cette race à genoux devant la mort de presque tous les siens. Malgré la défaite et l'humiliation certaine, le roi des nains assure qu'il ne permettra pas aux humains d'utiliser la technologie naine pour la guerre. Cependant, les circonstances empêchent le dirigeant vaincu de faire des exigences, et à la fin, il n'a pas le choix, surtout puisque son propre fils, Batson, est retenu en otage par les humains pour obtenir ce qu'ils veulent du chef de la race ennemie. Les humains veulent que les nains utilisent leurs compétences pour Isma, car ce n'est qu'à cette condition qu'ils permettront aux vaincus de vivre. Longtemps après la reddition, Gunther a passé ses longues journées dans la cellule à se demander comment son fils et les autres allaient. Soudain, il entend plusieurs rires des gardes à l'extérieur des barreaux et en voyant ce qui se passait, les soldats semblaient envoûtés par un étrange enchantement ou ivresse, et un démon apparaît pour ouvrir la cellule du nain avec la clé. Le nain se demande pourquoi un démon l'aiderait, mais Lilith n'a pas le temps de raconter toute l'histoire, car le sauvé insiste pour entendre une justification, allant même jusqu'à l'exiger agressivement. Le démon jette sur lui le même sort qu'elle a jeté sur les gardes. Giron demande ce qui se passe et Lilith n'a pas peur de répondre qu'elle en avait assez d'entendre le barbu crier dans son oreille. Cela dit, elle part sans dire au revoir tandis que Giron finit par dire seul que ce type qu'elle a assommé est simplement le chef suprême d'une race entière. Portant le sauvé sur ses épaules, l'orque est soulagé de ne pas voir de garde dans les couloirs alors qu'il s'échappe. D'autre part, Lilith déplore de ne pas avoir quelqu'un avec qui jouer jusqu'à présent. Giron lui rappelle que les ordres sont de sauver le prisonnier sans être remarqué, mais en vérité, Lilith se soucie peu des ordres. Ignorant les paroles de l'orque, elle sent quelque chose d'étrange émanant de lui, rendant Giron inquiet et demandant quelle odeur elle aperçut. Juste pour taquiner le monstre, le démon répond que c'est l'odeur de la laideur de cochon, provoquant la colère de l'orque. Au milieu de cela, des gardes passent dans le couloir et trouvent les fugitifs, alors ils attaquent sans perdre de temps. Aussi heureuse que possible, Lilith prévoit de bien manger avec les deux jeunes hommes. Utilisant sa mystérieuse poudre magique, elle assomme les gardes tandis que Giron se souvient que l'ordre était de ne pas s'impliquer dans des combats inutiles. Apparemment, le fidèle assistant du vice-commandant ne s'est toujours pas rendu compte que la démone ne se soucie pas des ordres, ce qui a presque fait pleurer l'orque avant qu'il ne dise qu'il dira tout à leur supérieur. Pendant ce temps, un autre garde passait dans le couloir et attaqua Giron qui se défend impulsivement avec un coup de poing, faisant que la tête de l'homme frappe la porte en fer. Lilith retourne la situation en disant qu'elle va dénoncer l'orque, le faisant supplier comme un enfant effrayé par la punition. Peu de temps après, à la sortie du donjon, le duo infernal tombe sur un bataillon entier d'hommes qui, en réalisant ce qui se passe, commencent à se rassembler autour des envahisseurs. Lilith ne reste pas inactive face aux circonstances et, comme elle a promis à Ike qu'elle ne tuerait personne, elle continue de vaincre ses ennemis à sa manière. Observant la situation à distance, Ike gronde en voyant sa méthode, car son ordre était de ne pas être vu, mais apparemment Lilith n'est pas très douée pour la discrétion. Au contraire, tout un régiment poursuit le duo envoyé en mission pour mettre fin à ce cirque. Le mage invoque une barrière pour séparer les hommes des monstres et s'approche de Lilith et Giron pour leur dire qu'ils ont fait du bon travail. Aussi émotionnel que toujours, la démone remercie son maître pour son aide et offre un baiser en retour, mais Ike décline, trouvant l'offre comme prévu. Il voit alors Giron avec le nain sur ses épaules et remarque que ce n'est pas ainsi qu'un roi devrait être porté. Affolé par la réprimande, l'orque commence à faire tourner le gars pour le réveiller, mais il était dans un autre monde. Voyant Gunther éveillé le lendemain, Ike place une arme à feu dans sa main et déclare qu'il aimerait que davantage de ces armes soient produites. Gunther n'avait jamais vu quelque chose de tel, mais croit qu'il est possible d'en fabriquer davantage, bien que cela prendra probablement beaucoup de temps. Le problème est qu'il refuse de coopérer avec les démons qu'il voit comme pas différents des humains,
voulant seulement utiliser les nains pour leurs fins égoïstes. Pour cette raison, il préfère mourir plutôt que de devenir esclave. Cela dit, Ike comprend le raisonnement du roi nain mais promet de lui montrer qu'Ivarius est une ville différente de toutes les autres. Lorsqu'il est emmené dehors, Gunther voit des hommes et des démons travailler ensemble et n'en croit pas ses yeux. Ike explique que son plan est de créer une société où ces races, toujours vues comme ennemies, peuvent prospérer en harmonie, mais pour cela, il a besoin de l'aide du plus haut leader des nains. Cette philosophie de vie plaît sans aucun doute à Gunther, mais ses nombreuses années d'expérience le rendent hésitant à aider les hommes à nouveau. Après tout, les humains ont détruit tout ce qui était important pour les nains, forçant leur race à errer dans le monde sans endroit à appeler maison, car la patrie où les nains avaient pris racine était réduite en cendres. Pour convaincre Gunther, Ike promet de demander au seigneur démon de reconstruire le royaume nain une fois que les armes à feu seront prêtes. Cependant, le roi devient furieux, trouvant cette déclaration très arrogante, car un royaume nain ne peut être construit que par de nombreux nains et s'il y a une chose rare dans ce monde actuel, c'est son peuple qui a été chassé et tué jusqu'à ce qu'il ne reste que des nomades et des mendiants dispersés à travers le continent. Sans perdre son calme, Ike décide de montrer en pratique que ce ne seront pas que des paroles, emmenant Gunther à la forge. Le roi voit Batson, son fils, ainsi que plusieurs autres nains qu'il croyait morts. Tous disent que les démons les ont sauvés et leur ont donné de la nourriture et des lits pour les empêcher de mourir. Avec le roi présent, les nains sont motivés à travailler encore plus dur pour atteindre leurs objectifs dans cette guerre. Profitant de l'émotion de voir son peuple travailler ensemble à nouveau, Ike demande une fois de plus à Gunther s'il aimerait coopérer. Cette fois, le roi n'objecte clairement pas, car il n'a jamais été aussi proche de ses racines depuis longtemps. En saluant le dirigeant d'Isma, le nain ressent une chaleur étrange émanant de sa main, une chaleur qu'un démon ne devrait pas avoir. Plus tard, en voyant son maître revenir, Sati lui offre du thé mais il préfère que la servante se repose un peu. Il lui conseille de prendre du temps libre pour lire quelque chose au lieu de simplement travailler, mais la fille n'a jamais appris à lire. Ému, Ike promet de lui apprendre. À ce moment, Lilith arrive en annonçant qu'elle a ramené tous les nains dispersés à travers Arsena. Cependant, en voyant les deux si proches l'un de l'autre, elle pique une crise, pensant que la servante flirte avec son maître. Sati lui lance un regard moqueur et répond qu'elle ne fait que son travail et comme Lilith n'y croit pas, les deux se disputent. Comme si cela ne suffisait pas, Giron arrive en trombe comme d'habitude. Pendant ce temps, un soldat humain informe son général que le roi nain a été sauvé par les démons et l'officier est curieux de savoir ce que les monstres prévoient de faire avec ce vieil homme. Au même moment, un autre messager revient pour rapporter qu'Isma compte environ 500 soldats pour le moment, mais les commandants de brigade devraient soutenir la ville, donc ces chiffres vont probablement augmenter. Le général demande alors combien d'hommes son subordonné a réussi à rassembler. Le chevalier répond que son armée compte 12 000 hommes. Le général sourit et annonce qu'il est temps d'agir. Un peu plus tard, nous voyons Ike et un nain au sommet d'une falaise, tandis que Giron lutte pour atteindre le sommet. Ike pourrait facilement l'aider en utilisant la magie de lévitation, mais il choisit de ne pas le faire car Giron pourrait vraiment bénéficier de cet exercice. Une fois que Giron arrive enfin au sommet de la falaise, il est épuisé et demande combien de temps il leur reste avant d'arriver, mais heureusement, il semble qu'il soit déjà arrivé à destination. Le nain lui dit de ne pas s'inquiéter car leur objectif est tout proche et qu'on peut déjà le voir. Il conduit alors Ike et Giron à une grotte pleine de nitre naturel, parfait pour fabriquer de la poudre à canon. En ville, les nains travaillent dur pour créer les armes nécessaires à l'armée d'Ike et ils en ont déjà fabriqué un certain nombre pour les tester. Juram appelle quelques gobelins et leur ordonne de tirer sur les cibles, et lorsqu'ils le font, les planches de bois se couvrent de trous. Giron est satisfait de ce résultat, il ordonne donc aux gobelins de continuer à s'entraîner avec les armes. Pendant ce temps, les troupes se rassemblent en ville et leurs chefs sont en réunion avec Ike et Séphiro pour discuter de leur plan pour la guerre. L'ogre demande à Ike comment il a réussi à reconstruire le mur de la ville si rapidement, ce qui aurait dû prendre au moins 2 fois plus de temps. Ike explique qu'il a fait travailler les humains aux côtés des démons pour accélérer le processus de reconstruction et qu'il a même payé les humains un salaire décent pour les motiver davantage que s'ils avaient été forcés de travailler. À ce moment-là, le chef gargouille traverse le toit en se plaignant que la pièce est trop petite pour qu'il puisse utiliser la porte, mais il ne peut rien y faire puisque la pièce a été construite pour des humains et non pour des démons de 10 pieds. Cela fait un moment qu'il n'a pas vu Ike, alors il le salue sous son nouveau titre de vice-commandant, bien qu'Ike ne pense pas qu'il soit nécessaire de suivre toutes les formalités. Comme tout le monde est là, Séphiro commence la réunion et informe tout le monde qu'à partir de maintenant, elle donne à Ike toute autorité sur les opérations de guerre, de sorte que tous les chefs de troupes sont désormais obligés d'obéir à tous ses ordres, car il est leur supérieur direct. Aucun d'eux n'a de plainte à ce sujet car ils respectent tous beaucoup Ike après ce qu'il a fait à Bastéo lors du duel. Ils disent tous à Ike qu'ils feront tout ce qu'il dira, mais ils doivent vraiment commencer à penser à une stratégie car ils n'ont que 2000 soldats tandis que l'ennemi en a environ 12 000. Le capitaine des loups dit à tout le monde que les troupes devraient facilement pouvoir gagner une bataille 6 contre 1, mais Ike lui rappelle que même s'il croit que son armée de loups pourrait le faire, il y a encore beaucoup de démons dans l'armée qui ne le pourraient pas. Dans ce cas,
l'ogre suggère qu'ils effectuent une attaque nocturne pour surprendre l'ennemi, mais Aïk rejette également cette idée, car il sait que l'armée ennemie compte des mages parmi ses rangs, donc une simple détection pourrait ruiner leur plan. Au lieu de cela, il veut les affronter selon ses propres conditions, c'est pourquoi il déclare qu'il permettra à l'armée humaine de les attaquer ici. L'armée doit avoir une grande confiance en raison de sa grande taille, donc Aïk a l'intention de leur enlever cette confiance et de les voir s'effondrer. De cette façon, il peut mettre fin à la bataille dès que possible et avec très peu de pertes. Une fois la réunion terminée, Séphiro est occupé à nettoyer le désordre causé par le trou dans le toit et Giron aide également. En même temps, Aïk examine une carte et Séphiro lui dit que la ville est devenue si animée récemment. Elle est surprise qu'il soit si calme malgré le fait qu'ils vont partir en guerre dans quelques heures, mais Séphiro lui dit qu'elle n'a pas peur car elle sait que toutes les personnes ici feront de leur mieux pour défendre Ivarius, et bien qu'elle ne puisse pas participer au combat, elle peut encore aider en préparant la nourriture pour les soldats. Bien qu'elle ait encore quelques préoccupations concernant la préparation des repas, puisqu'elle doit préparer beaucoup de nourriture pour le grand groupe de soldats, la seule chose qu'elle sait cuisiner en grande quantité est la soupe. Elle demande à Aïk s'il a des suggestions pour elle, alors Aïk se lève et commence à chercher dans sa collection de livres. Cependant, elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'aller aussi loin pour lui donner une réponse. Aïk lui dit que c'est important car ce que mangent les soldats peut directement affecter leur morale, donc il doit faire de son mieux pour s'assurer que ces hommes mangent les meilleurs repas possibles. Il est juste content qu'il n'y ait pas de pénurie alimentaire en ce moment, car cela aurait été catastrophique pour la force de l'armée. En feuilletant un vieux livre de recettes, Aïk demande à Sati s'ils ont du riz, et après qu'elle ait confirmé, il lui suggère d'essayer de faire quelque chose appelé riz frit. Après avoir appris la recette, Sati se rend immédiatement dans la cuisine pour commencer à cuisiner. Bien qu'elle ait entendu parler de la recette il y a seulement quelques minutes, ses compétences culinaires sont assez bonnes pour la réaliser. Une fois terminée, elle sert à Aïk un peu de riz, et ils sont tous les deux satisfaits du résultat. Le riz frit ne prend pas beaucoup de temps à préparer et peut être fait en grande quantité, tout en étant délicieux, ce qui devrait aider à remonter le moral des soldats une fois qu'ils y auront goûté. Pour l'instant, ils se préparent à manger leur riz frit ensemble, mais avant qu'ils ne puissent prendre la première bouchée, ils sont interrompus par Giron, qui est jaloux qu'il mange une si délicieuse nourriture sans l'inviter. Aïk demande à Giron s'il veut aussi une assiette de riz, et il accepte avec enthousiasme, alors Sati lui en prépare une également. Cependant, avant qu'ils ne puissent commencer à manger, ils sont à nouveau interrompus par Lilith, qui est jalouse que les autres mangent un repas avec Aïk sans elle, donc elle veut aussi se joindre à eux. Lilith et Giron sont émerveillés par la saveur merveilleuse du riz, en particulier Lilith, qui demande avec empressement à Sati une deuxième portion. Mais Sati lui sert une portion un peu trop généreuse, ce qui amène Lilith à l'accuser de vouloir la faire grossir. Elle commence à se défier du regard, et Aïk souhaite juste qu'elle partage le repas sans se disputer pour une fois. Après cela, Aïk fait le point sur tout ce qu'il a fait en préparation de l'invasion de l'Alliance. Il a entièrement réparé les murs de la ville, rassemblé une grande armée pour combattre, et les a tous équipés de fusils pour assurer leur victoire. La prochaine étape de son plan est d'appliquer sa stratégie. Au même moment, un ogre chargé de la surveillance remarque l'approche de l'armée de l'Alliance, alors il sonne l'alarme et informe tout le monde qu'il est temps de se préparer à la guerre. Giron arrive en courant pour informer Aïk qu'il est temps pour l'armée de commencer l'attaque, alors Aïk sort et se tient devant l'Alliance avec ses troupes. Il leur dit que si l'Alliance parvient à passer, elle attaquera Arsenam, ce qui serait dévastateur pour l'armée des démons. Il dit donc qu'ils doivent protéger Ivarius à tout prix. Tout le monde est d'accord et commence à applaudir, mais en même temps, le commandant de l'armée humaine dit qu'il est déçu parce que les démons sont beaucoup moins nombreux qu'il ne l'avait imaginé. Il s'est donné beaucoup de mal pour engager les meilleurs soldats du pays, mais il semble qu'il s'est inquiété pour rien, et il pense que son armée est peut-être un peu trop puissante pour cette bataille. En fait, il ne considère plus cela comme une guerre, mais plutôt comme une extermination, alors il ordonne à ses hommes de charger et de s'assurer que chaque monstre immonde meurt. Mais alors que l'armée humaine avance et commence à utiliser son artillerie lourde, Aïk lance une barrière pour défendre le château de tous les projectiles entrants. Cependant, le commandant humain n'est pas déconcerté et ordonne à ses troupes de tirer une autre salve. Il continue de faire cela en espérant submerger la barrière d'Aïk, mais Aïk ne montre aucun signe de fatigue, ce qui fait que ses soldats commencent à applaudir encore une fois. Aïk s'attendait à ce qu'ils commencent l'attaque de cette manière, mais il essaie actuellement d'anticiper leur prochain mouvement. Le commandant humain voit que la barrière bloque toutes leurs attaques, mais il semble avoir un plan en tête, alors il ordonne à ses soldats de tirer une autre salve. Lilith et Giron se moquent de l'armée humaine pour tirer sans cesse sur la barrière d'Aïk, même si c'est inutile. Mais cette fois, il semble que les humains aient pris en compte la barrière d'Aïk, car ils ont fait appel à leurs magiciens pour la perturber. Cela rend la barrière d'Aïk instable et permet aux projectiles d'atteindre leur cible. Avec la barrière désormais abattue, le commandant humain ordonne à sa première escouade de soldats de commencer l'attaque. Cependant, alors que les soldats chargent vers les murs, ils sont arrêtés net lorsqu'ils voient un titan émerger de derrière les murs et commencer à leur lancer des pierres. Les soldats voient certains de leurs camarades se faire écraser par les pierres,
ils commencent à envisager de fuir. Mais lorsque d'autres soldats commencent à tirer des flèches sur eux, ils utilisent tout leur bouclier pour se défendre et réalisent qu'ils peuvent également tirer sur le géant. Avant que celui-ci ne puisse lancer une autre pierre, ils lui tirent plusieurs flèches dans la poitrine et le renversent. Ils continuent à tirer des flèches sur les personnes sur le mur, forçant Giron et les autres à se mettre à l'abri. Ike dresse une autre barrière pour arrêter les flèches, mais les soldats sont déjà trop proches et commencent à accrocher des échelles au mur pour grimper. Les soldats d'Ike ne vont évidemment pas les laisser grimper sans réagir, ils commencent donc à tirer des flèches et à jeter des pierres pour tenter de repousser les humains. Cependant, les humains ont l'avantage du nombre, donc s'ils continuent à grimper, tôt ou tard, l'un d'entre eux atteindra le sommet. Mais aucun d'entre eux ne réussira pour le moment. Alors que la bataille fait rage, le vice-commandant des humains remarque que les démons sont beaucoup plus résilients qu'ils ne le pensaient, mais en continuant à attaquer ainsi, ils finiront par submerger les démons. Cependant, en voyant ces hommes mourir au combat, le commandant humain ne pense qu'à ce qu'il va manger pour le dîner ce soir. Il veut en finir le plus vite possible pour pouvoir se détendre, il décide donc de tirer une autre catapulte sur le mur, même si beaucoup de ces hommes se trouvent directement sur la trajectoire. Le vice-commandant essaie de lui faire remarquer qu'une telle action mettrait en danger la vie de ces hommes, mais le commandant s'en moque et ordonne quand même de tirer les catapultes. Ike voit les projectiles arriver, il essaie de dresser une barrière, mais celle-ci est de nouveau perturbée. Il dit alors à tout le monde de se préparer à l'impact. Tous courent se mettre à l'abri lorsque la salle frappe les murs de plein fouet, causant de lourds dégâts à la structure du mur et de nombreuses victimes des deux côtés, aussi bien chez les démons que chez les humains. Giron réussit à s'en sortir vivant et Lilith est absolument écœurée que le commandant humain soit prêt à tuer ses propres hommes juste pour pouvoir percer le mur. Ike est à la fois attristé et en colère par le mépris total du commandant humain pour la vie humaine. Le commandant sourit avec arrogance, montrant qu'il prend plaisir à la situation et, sans une seconde de réflexion ou un soupçon de remords, il ordonne à la deuxième escouade de soldats d'attaquer par le trou dans le mur. Les soldats d'Ike sortent pour intercepter les soldats, mais la bataille est maintenant grandement déséquilibrée en leur défaveur. Ainsi, son rêve d'enfant ne deviendrait jamais réalité, même si au loin, il y avait encore des démons qui luttaient férocement sans se rendre, comme Lilith, qui, bien que très supérieure en force, ne pouvait pas changer le fait qu'elle faisait face à un nombre gigantesque d'ennemis. Quoi qu'il en soit, elle, tout comme le reste des serviteurs d'Ike, ne permettrait à personne de passer au château. Pour aggraver la situation, le messager, qui possédait toutes les armes, ne pouvait pas les utiliser à ce moment-là, car étant en petit groupe, il risquait sûrement de blesser involontairement l'un de ses propres membres. Ce problème fut résolu lorsqu'un des chefs loups amena toute sa meute au combat, où, avec ses griffes, il put éliminer une quantité incroyable d'ennemis en même temps. Lui, avec le reste des loups, put ainsi gagner quelques précieuses secondes, mais bien sûr, l'ennemi ne se rendrait pas et, avec plus de soldats à disposition, il continuait d'arriver de plus en plus nombreux. Cependant, il ne faut pas oublier que ceux-ci étaient bien loin des ogres, ce qui permit à ces derniers de commencer à tirer sur tous les ennemis devant eux, blessant un grand nombre d'entre eux. Bien que ces armes ne disposaient que d'une balle par tir, car elles se rechargeaient à l'ancienne, il y avait 2, voire 3 pelotons dans la même rangée, de sorte que ce problème n'était pas majeur. Cela permit au château de gagner encore plus de temps, car les balles étaient extrêmement efficaces contre l'ennemi. Cette efficacité, combinée à l'aide des loups, fut plus que suffisante pour que de nombreux soldats soient effrayés et décident de fuir le combat aussi vite que possible, car leur vie commençait à être en danger. Néanmoins, les loups de la région étaient prêts à continuer le massacre, jusqu'à ce qu'un signal étrange émanant de leur corps amène le chef loup à ignorer les humains, car, selon lui, son tour était terminé. Ce dernier point n'a pas beaucoup de sens pour nous, et c'est pourquoi nous voyons une histoire du passé où Ike demandait une guerre très brève, avec le moins de victimes possible. Cela agaçait encore les chefs des bêtes, qui, bien qu'ils comprenaient que c'était le meilleur scénario pour tous, ne comprenaient toujours pas la demande d'Ike. Ike leur avait simplement demandé de se battre de toute leur force pour vaincre l'ennemi. Cette confusion dans les paroles provoqua une certaine colère chez le chef des loups, qui ne savait pas s'il était pris pour un imbécile, mais la servante d'Ike demanda simplement un peu de calme, car il devait sûrement y avoir une explication, mais pas pour nous. Il nous faudrait attendre pour comprendre tout le plan. Nous voyons ensuite la même servante utiliser sa magie des épines démoniaques à distance, et une fois le sort lancé, nous voyons une grande quantité d'épines couvrir complètement le mur, restaurant l'entrée que les humains avaient réussi à ouvrir. Revenant au souvenir d'Ike, il nous explique que se battre de toutes ses forces permettrait évidemment de vaincre tous les ennemis de la région, mais cela ne fonctionne que temporairement, ce que le loup finit par comprendre, car il savait que s'il donnait tout dans le combat, il ne pourrait se battre qu'1 heure au maximum, après quoi il se sentirait très fatigué. 1 heure reste impressionnante pour Ike, mais il rappelle à ses compagnons que toute sa meute n'est pas aussi forte que lui, donc peut-être que 30 minutes est leur limite en combat. Pour maximiser leur efficacité, il leur assigne 10 minutes pour se battre, pendant lesquelles ils doivent donner leur maximum, puis ils recevront le signal de se retirer. Un plan étrange? Pas tant pour Ike, qui tient énormément à la sécurité de ses compagnons.
Revenant au présent, presque comme une blague, les orques rouges brisent l'un des murs pour surprendre l'ennemi de toute leur force, les faisant presque exploser. Cela irrite légèrement celle qui vient de sceller les murs, mais elle se rappelle qu'Aik lui a demandé de rester calme, car tout le monde ne suivra pas le plan à 100%. De même, l'ogre ordonne à tous ses hommes d'écraser tous les humains devant eux, ce qui signifie que le plan d'Aik ne sera pas totalement respecté. Néanmoins, cela force tous les humains de la zone à reculer de peur, car ils vont être écrasés par de très grands ennemis. Ce moment est prédit par Aik, qui sait qu'après le retrait des loups, ce sera au tour des ogres. Bien que cela agace un peu le chef des loups, Beyo, le chef des ogres demande simplement du calme, car il commence à comprendre que le plan consiste à alterner les guerriers pour ne jamais avoir de forces épuisées. Après tout, tant qu'ils se reposent, rien de grave ne peut arriver, ce qui calme le chef des loups, Beyo. Revenant au présent, les ogres trouvent cela très facile et attendent simplement la prochaine étape du plan. Mais sans que personne ne le voie, un humain est assez rapide pour grimper au balcon et faillit tuer Fiorentina. Enfin, presque, car le messager tire un bon coup et la sauve. Cela amène le chef des loups à se demander à quoi servent tous ces plans élaborés s'ils doivent finalement se battre contre plus de 12 000 hommes avec si peu de ressources. Aik lui rappelle qu'ils ont encore l'alchimiste de Fiorentina et son bon tireur, le messager, qui seront à tout moment en retrait, et avec Fiorentina, ils pourront peut-être avoir une chance avec l'un de ses puissants sorts. Pendant ce temps, les humains préparent les catapultes pour détruire à nouveau tous les murs ennemis. Mais avant même qu'une catapulte ne soit activée, une pluie de rochers commence à tout détruire, car les manticores entrent en action à distance, sous les ordres d'Aik, qui sait qu'elles seront utiles contre les armes humaines, ce qui explique leur retard à intervenir. Mais malgré tout, il y aura encore plus de problèmes après les catapultes, comme les soldats de réserve et les 12 bataillons complets, sans compter le général ennemi qui descend d'une longue lignée royale et fera tout son possible pour gagner. Cependant, il est en réalité un total lâche, et il finira probablement par privilégier sa propre sécurité à la fin du combat, si tout se passe bien. Fiorentina comprend où Aik veut en venir, il veut en finir avec le général lui-même. Mais d'abord, il faudra se frayer un chemin jusqu'à lui pour ensuite le capturer. Une fois cela fait, tout sera terminé, car Aik s'occupera personnellement de lui. Avec ce plan en tête et le soutien des bêtes et des serviteurs, nous voyons comment Aik prévoit de gagner la bataille. Dans le présent, il commence peu à peu à prendre l'avantage grâce aux manticores, qui détruisent toutes les catapultes en un instant. Cependant, pour Fiorentina, il reste un petit détail, Séphiro. Elle se demande ce qui va se passer avec elle et Aik. Bien sûr, Aik a un plan pour elle, mais ce n'est pas qu'un simple plan, c'est la partie la plus importante de tout cela. Elle entrera en scène au moment le plus juste. Bien que Séphiro n'apprécie pas de devoir se retirer à l'arrière-garde ennemie, elle sait que c'est la meilleure chose à faire, surtout qu'un des aventuriers semble avoir du potentiel, et elle ne finira peut-être pas par s'ennuyer autant que prévu. Pendant ce temps, au château, la bataille continue sans relâche, ce qui inquiète les autres soldats, car leur capitaine leur a dit qu'ils perdraient au maximum 10% de leurs troupes. C'est pourquoi l'un d'entre eux va parler à son capitaine pour lui raconter ce qui se passe, car les unités 1, 2 et 3 ont été complètement éliminées. Le général, visiblement irrité, et le sous-capitaine commencent à craindre pour la sécurité du général, demandant de revenir, car ce territoire n'est pas sûr pour lui. Cependant, le général, fatigué d'être humilié, ordonne une attaque encore plus massive et sans aucune pitié pour gagner. S'il le faut, il envoie 20 soldats pour éliminer un seul ennemi, et ainsi de suite jusqu'à conquérir tous les démons si nécessaire. Après tout, que penseraient les autres de lui s'il ne peut pas vaincre les ennemis d'un si petit château? En revenant, le général décide même de se joindre aux troupes, sachant que cela remontera le moral des soldats. Sans plus attendre, le cri de guerre des humains retentit, tout cela étant observé de loin par Aik, qui ne semble pas avoir peur, et pour cause. Avec sa puissante magie, il fait trembler la terre jusqu'à ce qu'elle se fissure et engloutisse une bonne partie des soldats. Cela n'aurait pas été possible sans son autre plan secret, qui consiste à piéger les mages ennemis au milieu des distractions, les empêchant ainsi de perturber à nouveau avec leur magie. Le commandant humain se retrouve à terre, le séisme ayant été si violent que son cheval s'est enfui. Aik se tient alors devant lui, rappelant comment ces hommes sont morts en défendant leur foyer, et qu'il y aura un prix à payer pour cet affront. Et quel meilleur moyen de le faire qu'en prenant sa vie, ce qui mettrait fin à la guerre, car les soldats restants n'auront d'autre choix que de fuir, leur vie en dépendant, blâmant le général pour s'être laissé capturer par l'ennemi. Bien que cela aurait été facile pour Aik, une part d'humanité subsiste en lui, alors il offre au commandant une chance de s'en aller à condition qu'il retire toutes ses troupes pour se sauver. Néanmoins, le commandant doute des paroles d'Aik, jurant que même s'il meurt, ses hommes continueront de se battre, car personne ne leur donnera l'ordre d'arrêter. Cela laisse au roi des nains une opportunité qu'il saisit pour porter un coup puissant au torse du général humain, contre lequel il a tant de rancune. Après la blessure au torse, le roi des nains cherche à se venger pour toutes ses pertes passées, mais la magie d'Aik l'en empêche. Pourtant,
La volonté du roi des nains est si forte que même les chaînes d'Aïk peinent à contenir sa soif de vengeance. Finalement, le commandant donne l'ordre de battre en retraite pour ne pas mourir ce jour-là. Une fois les troupes dispersées, on peut dire que la victoire appartient à Aïk. Mais le roi des nains a une autre perception de ce qui s'est passé, affirmant qu'Aïk regrettera un jour de ne pas avoir tué cet humain, qui reviendra sûrement pour se venger dans le futur. Aïk, cependant, n'accorde aucune importance à ces paroles, se disant que d'ici là, il sera assez puissant pour vaincre ce bataillon à lui seul. Cela n'enlève rien au fait que la victoire revient aux démons, qui, malgré leur nombre réduit, réussissent à détruire 12 bataillons complets. Cela amène le messager à offrir un grand câlin, bien que Lilith pense que c'est impensable, car c'est son rôle dans ce monde, et puisqu'ils se battent pour Aïk, pourquoi ne pas essayer de gagner aussi ce câlin? Même les bêtes légendaires ne peuvent nier qu'il est incroyable d'accomplir un tel exploit. Cependant, il reste encore la tâche de Séphiro, qui à ce moment-là est entouré par l'ennemi. Un homme à cheval demande à ce qu'on la laisse tranquille, car il veut être celui qui affrontera la puissante mage. Mais au même moment, il entend toutes ses troupes commencer à fuir à cause de la retraite, ce qui, selon Séphiro, est une véritable honte, car ils ne pourront plus se battre, laissant ce commandant pour une autre fois. Néanmoins, Séphiro n'arrive pas à croire que le plan d'Aïk a fonctionné, se demandant s'il est peut-être le meilleur capitaine de tout le royaume sombre. Pourtant, il reste un problème, Aïk n'est pas un démon, et peut-être que le plus puissant mage de l'armée du Seigneur des Ténèbres est en réalité un humain. Un jour après la bataille intense, Séphiro félicite Aïk pour sa victoire, mais comme toujours, le vice-commandant attribue le mérite à tout son bataillon. Il reçoit ensuite la mission de se rendre à Xénovia, car il est probable que les humains lancent une attaque totale contre les démons à tout moment, surtout après qu'Aïk ait vaincu l'Alliance des Rois. Séphiro exprime ses inquiétudes concernant le manque de provisions pour l'armée, malgré l'augmentation des récoltes d'Ivarius, et demande à Aïk de négocier un accord commercial avec le chef de Xénovia, une ville commerciale du sud. Bien qu'Aïk hésite, se demandant si les humains seraient prêts à commercer avec les démons, Séphiro insiste pour qu'il y aille à sa place. Elle lui assure qu'elle s'occupera de la reconstruction d'Ivarius en son absence. De retour dans la ville, Aïk est approché par ses fidèles compagnons, Giron et Lilith. Giron promet d'accompagner Aïk pour le protéger, mais Lilith, rappelant que c'est son devoir de protéger le commandant, intervient, ce qui mène à une dispute entre eux. Cependant, Aïk insiste pour que tous deux restent à Ivarius. Avec la renommée grandissante de la ville après la victoire, elle a attiré de nombreux nomades et réfugiés, rendant difficile l'hébergement de tout le monde et la garantie de la sécurité. Aïk confie à Lilith la protection de la ville et à Giron la gestion de son administration. Lilith accepte de maintenir l'ordre sans recourir à la violence sans raison, tandis que Giron exprime des doutes quant à sa capacité à gérer la situation sans Aïk. Pour l'aider, Aïk prépare un manuel d'instructions, bien que Giron se plaigne avec humour de devoir le lire sans la présence du chef. Malgré leur réticence, Aïk reste ferme dans sa décision, leur rappelant qu'Ivarius est en première ligne, et qu'ils sont les seuls en qui il peut avoir confiance pour les laisser aux commandes. Finalement, il cède, et Aïk part pour Xénovia avec sa servante humaine, Sati, à ses côtés. En chemin, Aïk avoue que Giron et Lilith auraient fait tout un scandale s'ils avaient su que Sati venait avec lui. Pendant le voyage, Sati demande des informations sur Xénovia, et Aïk explique qu'il ne s'agit pas d'un pays, mais d'une ville commerciale faisant partie de la Fédération commerciale, un réseau de villes qui collaborent. Xénovia, en particulier, possède une culture adaptée au climat chaud et est réputée pour ses épices. Cependant, la ville revêt une importance cruciale pour le destin de l'armée des démons, rendant la négociation très significative. Sati est surprise d'apprendre que les humains et les démons peuvent conclure des traités, et Aïk explique que de tels événements sont rares, mais essentiels, surtout parce que la bataille contre l'Alliance des Rois dépend de l'obtention de provisions. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, ils entendent des cris au loin et se précipitent pour enquêter. Ils tombent sur une calèche attaquée par le groupe de Barbe Rouge, un gang notoire. Le chef de la bande vint rapidement les gardes qui protégeaient une demoiselle et est captivé par sa beauté alors qu'il s'approche de sa cible. Cependant, alors qu'il est sur le point de capturer la demoiselle, le chef du groupe est soudainement immobilisé par des racines d'arbres, tout comme une partie de son groupe. À ce moment-là, un sorcier intervient, affirmant qu'il est là pour aider. À sa grande surprise, la jeune femme dans la calèche ressemble étrangement à Sati, sa servante, au point qu'il croit un instant qu'il s'agit d'elle. Alors que certains hommes de main, non immobilisés, se précipitent vers le mage, celui-ci invoque à nouveau ses racines pour contenir la menace. Une fois la situation sous contrôle, les gardes de la demoiselle se relèvent, incrédules de voir que les voleurs ont été vaincus si facilement. Ils remercient le combattant pour son aide, et le chef des gardes lui propose une récompense, mais le sorcier ne désire rien en retour. À ce moment-là, la demoiselle se présente sous le nom de Julia Octave, fille du dirigeant de Xénovia. En entendant cela, Aïk ne peut cacher sa surprise, tandis qu'un homme observe la conversation depuis les bois environnants. Alors que la calèche reprend la route,
Julia remercie Ike pour son aide, et lui exprime sa gratitude pour le voyage jusqu'à la ville. Elle est impressionnée par le sort du sorcier qui a vaincu le groupe de Barbe Rouge imaginant qu'il doit être un noble, mais Ike explique qu'il est un mage d'Isma et invente un nom pour se présenter. Sati, quant à elle, est ravie de voyager en calèche pour la première fois, ce qui surprend Julia. Le sorcier explique alors que Sati est une servante de sa maison et qu'elle connaît peu le monde. De manière similaire, Julia avoue qu'elle ne connaît pas grand-chose du monde non plus, car c'est la première fois qu'elle quitte Xenovia. Elle mentionne qu'elle était fiancée à un homme puissant, mais que cela n'a pas fonctionné. Ike est surpris que cet homme ait rejeté une telle femme, mais elle explique que c'est en fait elle qui l'a rejetée. En réalité, elle se considère chanceuse d'avoir eu le courage de le faire. À leur arrivée à Xenovia, les visiteurs sont conduits par la noble femme auprès de la dirigeante locale, Eltoria Octave, qui est également la mère de Julia. Elle est à la tête de la fédération commerciale et, bien qu'elle soit occupée, elle accepte de discuter avec les visiteurs. Ike observe Eltoria et se souvient qu'elle a obtenu sa position prestigieuse grâce à son talent. Bien qu'il ait trouvé sa fille au bon moment, cela ne garantit pas que cette conversation sera facile. Eltoria demande rapidement à Julia de les laisser seuls et se met directement au sujet principal. Elle veut savoir ce qu'un membre de l'armée du Seigneur Démon veut avec elle. Ike est surpris qu'elle sache déjà qui il est. Malgré la conviction dans la voix de la dirigeante, le mage la questionne sur la raison qui la pousse à penser cela. Eltoria explique qu'il n'existe aucun mage nommé Raik à Isma, et de plus, Julia et les gardes lui ont rapporté que l'étranger est un puissant lanceur de sorts. Reconnaissant qu'il ne peut plus dissimuler la vérité, Ike admet qu'il est bien le dirigeant d'Ivarius et qu'il est humain, bien qu'il combatte pour les démons. Il révèle qu'il a été élevé par Romberg, le roi immortel, en tant qu'être démoniaque, malgré ses origines humaines. Son objectif à Xenovia est de négocier un accord commercial. Eltoria avoue qu'elle n'a jamais entendu parler de telles transactions entre les deux races, surtout en sachant que les démons cherchent à détruire les humains. Ike argue que c'était le cas par le passé, mais que lui, par exemple, lutte pour promouvoir la coexistence entre les deux races. N'ayant jamais entendu parler de telles intentions, la dirigeante de la fédération ne cache pas sa surprise. Cependant, en regardant l'humain à côté du commandant, Eltoria se souvient que l'actuel roi démon est considéré comme différent de ses prédécesseurs. Malgré cela, elle reste méfiante, car selon elle, un démon reste un démon, et elle ne croit pas qu'il soit digne de confiance. Sinon, Eltoria demande des preuves, mais Ike n'a aucune preuve concrète qui pourrait sceller un accord entre les deux camps. Cependant, il mentionne les graves problèmes que la Fédération rencontre avec Carossa dit Barbe Rouge, et propose d'éliminer cette menace. Eltoria admet que ces bandits causent des dégâts équivalents au budget annuel d'une ville entière, et les laisser en liberté ne fera qu'aggraver la situation. En tant que dirigeante de la Fédération, son rôle est de protéger le commerce, donc elle envisage d'accepter l'aide du commandant de la Brigade Immortelle, mais à certaines conditions. Tout d'abord, il doit éliminer les pirates, comme il l'a promis. Enfin, il doit épouser sa fille Julia. Perplexe, Ike reconnaît qu'il est humain, mais rappelle qu'il fait toujours partie de l'armée démoniaque. Eltoria Octave insiste sur le fait que le commandant est intelligent et loyal, et elle croit qu'un jour, il deviendra l'un des leaders de haut rang des démons. En tant que représentante suprême de la fédération commerciale, il serait avantageux pour elle de tisser des liens avec un chef militaire de ce calibre. Soudain, un soldat apparaît, les alertant que les pirates attaquent le port. Les envahisseurs ont accosté leur navire et se préparent à piller les biens de la ville, capturer les femmes, et tuer tous les hommes. Des boulets de canon sont tirés sur les structures, les réduisant en décombres. Devant le chef des voleurs, connu sous le nom de Carossa, les pirates reçoivent l'ordre d'écraser quiconque n'obéit pas. Observant l'attaque depuis sa fenêtre, Eltoria exige une réponse rapide d'Ike. Peu après, il se rend au port avec Sati, et sauve l'un des soldats de Xenovia des décombres. L'homme explique que les pirates étaient après la cargaison d'un des navires qui devait partir aujourd'hui. Bien que la cible ne soit qu'un seul vaisseau, le garde prévient Ike de ne pas sous-estimer les pirates, car leur chef Koza est un puissant mage, capable de lancer les attaques les plus inattendues. D'autant plus que Xenovia n'a jamais découvert leur repère. Face à cela, Ike suggère d'attendre la prochaine attaque avant de planifier une contre-attaque, afin de mieux préparer les défenses. Plus tard, le commandant des démons rejoint les responsables de Xenovia pour élaborer une stratégie, tandis que Sati, se sentant peu utile dans cette situation, part préparer les repas. Quand elle arrive dans la cuisine, une résidente la prend pour Julia Octave, ce que la servante corrige rapidement. Après s'être excusée, la femme mentionne qu'elle aimerait aider, mais qu'elle se ferait gronder si elle permettait aux invités d'assister. Pendant ce temps, Julia va voir Ike et l'entraîne dans sa chambre pour discuter du mariage. Le commandant lui assure qu'il convaincra sa mère de changer d'avis, car il est certain que la fille est mal à l'aise avec cela. Mais la vérité est que Julia est motivée à épouser l'officier parce qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Ike réfléchit, car ils ne se connaissent que depuis moins d'une journée. La jeune fille pleure alors et lui demande s'il ne l'aime pas. Embarrassé, le jeune homme essaie d'expliquer que les choses vont trop vite,
tandis que Sati observe la conversation à travers la fente de la porte et réfléchit au fait que les nobles sont étranges avec cette habitude d'épouser quelqu'un qu'ils connaissent à peine. De plus, elle ressent quelque chose d'étrange à propos de la possibilité que cette femme épouse son patron. Aik remarque cette réaction de la servante et part à sa recherche, mais Sati a déjà disparu. Pour se distraire, la jeune fille part à la recherche d'ingrédients qui pourraient plaire à Aik. Après tout, elle n'est qu'une servante et rien de plus. Non loin de là, l'homme qui espionnait chacun des mouvements des étrangers dans la ville réapparaît, cette fois en espionnant uniquement Sati. Alors que la jeune fille entre dans une ruelle pour faire ses courses, l'homme l'attrape par derrière et la frappe pour l'assommer. Un peu plus tard, elle se retrouve dans une cachette de pirates, à la demande du capitaine Carossa. Ou plutôt, il avait demandé la fille du chef de Xenovia, mais le pirate a fini par confondre Julia avec Sati. Pensant qu'il sera promu pour son excellent travail, le sbire éclate de rire, ce qui permet à Sati de profiter de la distraction pour commencer à courir. En atteignant une porte, elle sort et se retrouve en pleine mer, complètement isolée au milieu de l'océan, entourée de tous ces hommes malveillants. Nous voyons clairement où se trouve Sati, c'est-à-dire au milieu de nulle part. Mais lorsque le ravisseur informe son capitaine qu'ils ont enfin capturé la fille de la chef de Xenovia, nous comprenons que tout cela n'est qu'une grande confusion. Même le capitaine, en la voyant de plus près, remarque que Sati n'est pas la fille qu'il cherche. Cependant, en y réfléchissant bien, une servante de plus n'est jamais de trop. Même si Sati ne veut pas d'un autre maître, car pour elle, il n'y a qu'un seul et unique maître, Aik. Elle prononce son nom par peur. Et à ce même moment, Aik se rend justement près d'Eltoria pour obtenir des réponses. À son arrivée, les deux gardes s'excusent d'avoir laissé capturer l'ami de son invité. C'est alors qu'Aik apparaît pour demander un bateau, car il doit à tout prix sauver sa servante. Sans trop y réfléchir, Eltoria n'hésite pas à lui donner son meilleur bateau. Bien qu'elle ne soit qu'une simple servante, quelque chose en Aik veut réellement que Sati revienne pour rester à ses côtés, comme toujours, se promettant de la sauver le plus vite possible. Quant à Sati, elle se retrouve habillée en servante, mais de manière très coquette, car c'est le type de vêtements que le capitaine aime. Et le fait qu'elle soit attachée naît du comachisme du capitaine. Sati veut porter quelque chose de plus décent, mais le capitaine insiste sur le fait que le véritable travail d'une servante est de satisfaire son maître, et il se sent satisfait avec ses vêtements provocants. Ce moment désagréable rappelle à Sati ses souvenirs avec Aik, notamment la première fois qu'ils se sont rencontrés, lorsqu'il lui promet que si elle le sert, il la protégera toute sa vie en guise de paiement, ce qui est un bon accord compte tenu de la puissance d'Aik. C'est cette promesse qui fait qu'elle lui reste toujours aussi loyale. Malgré cela, la jeune femme continue d'insister pour changer de vêtements, tout en demandant à aller à la cuisine pour préparer quelque chose de délicieux pour son nouveau maître. Le capitaine n'y voit aucun inconvénient et lui donne la permission de s'y rendre. Pendant qu'elle cuisine, Sati réfléchit à un plan pour s'échapper du bateau, mais avec deux gardes la surveillant constamment, cela semble très difficile. Bien que la cuisine ne contienne que des poêles et de l'alcool, cela ne sera pas un obstacle pour Sati. Elle demande un peu d'alcool fort pour sa recette spéciale, et les gardes lui en donnent, pensant que ce n'est qu'un ingrédient de cuisine. Mais lorsque les steaks sont en train de cuire, Sati décide d'ajouter l'alcool, ce qui provoque une flamme intense, car l'alcool fort prend rapidement feu. Les gardes tentent d'éteindre le feu au plus vite, mais la maladresse de Sati fait en sorte qu'un des gardes prend feu, lui offrant ainsi quelques précieuses secondes pour s'échapper. Les gardes, presque grillés, constatent que la servante a pris la fuite. De son côté, Sati court et tombe sur d'autres pirates. Elle se cache, priant pour qu'ils ne voient pas ses pieds, et, heureusement, personne ne la remarque. En cherchant un meilleur endroit pour se cacher, elle se retrouve dans la zone des trésors. Elle se souvient que ce trésor appartient à la ville et qu'il serait préférable de le restituer à ses propriétaires, mais étant en haute mer, cela semble très compliqué. Bien qu'ayant une bougie à proximité et se rappelant d'un citoyen qui nous racontait que leur plus gros problème pour se défendre des pirates était que ces derniers attaquaient par surprise et qu'ils n'avaient aucun moyen de prévoir quand cela se produirait, Sati a l'idée de l'utiliser avec le navire, qui, curieusement, est en bois, ce qui produirait une fumée très épaisse. Pendant ce temps, le capitaine du navire continue à chercher des tenues de plus en plus provocantes pour sa nouvelle servante. À ce moment-là, l'un de ses serviteurs arrive pour lui annoncer que le navire est complètement en flammes, ce qui s'avère plus que vrai, car il brûle intensément, grâce à Sati qui s'est cachée dans un tonneau tout en priant pour que son maître puisse voir le grand signal qu'elle a fait en mettant le feu à tout le navire. Ce signal est visible de loin, mais la question est de savoir si quelqu'un le verra, car sinon, Sati sera gravement punie pour avoir incendié le navire. Cela provoque un grand moment de peur pour la jeune femme lorsqu'elle entend qu'on la cherche, et encore plus lorsque finalement ils ouvrent le tonneau où elle se trouve cachée. Son moment de punition arrive avec un bon coup de pied. Malgré cela, Sati fait de son mieux pour se défendre et gagner du temps en fuyant les pirates, mais sa malchance fait qu'un sort l'arrête en plein mouvement, un sort lancé par le capitaine, qui maîtrise également la magie. Bien qu'il semble que la vie de Sati soit en danger, le capitaine déclare qu'il ne la tuera pas,
préférant qu'elle subisse la même souffrance qu'il a endurée en voyant son navire brûler. Il décide que Sati paiera pour avoir incendié le navire en lui coupant la jambe. Alors que le pirate s'approche avec une grande hache pour couper sa jambe, un puissant sort devant envoie l'homme voler jusqu'aux voiles avant de le laisser tomber violemment dans les flammes. Une figure commence à apparaître, c'est Aïk, qui arrive pour tenir sa promesse envers Sati, celle de ne jamais la laisser être touchée. Bien que le capitaine du navire ait ordonné à tous ses hommes de tuer Aïk, celui-ci utilise rapidement sa baguette magique pour invoquer de puissants éclairs du ciel qui frappent les pirates, tandis que des boucliers repoussent leurs attaques avec force. Des vents puissants lancent le reste des pirates à la mer avec une facilité déconcertante. Tout cela semble trop facile pour notre protagoniste, qui, inquiet pour Sati, veut savoir si elle a été blessée en son absence. Mais Sati reste sans mots, impressionné que quelqu'un d'aussi puissant ait tenu sa promesse envers une personne aussi faible qu'elle, car elle se souvient encore du passé où elle était une esclave, quelqu'un d'inutile et facilement remplaçable. Pour Aïk, cependant, elle est bien plus que cela, et il jure qu'il ne se débarrassera jamais d'elle. Il la remercie également pour le signal de fumée, qui a été si fort et si grand qu'il l'a remarqué même à des kilomètres de distance. Malgré tout, le capitaine du navire est encore debout et commence à lancer un puissant sortilège. Bien qu'il ne touche pas Aïk, le sort est assez fort, et comme cela ne fonctionne pas, le capitaine lance ensuite un sort d'eau de mer. Ce sort est si puissant qu'Aïk doit fuir, et même avec son bouclier magique, le sort est trop fort, donc fuir reste sa seule option. Avec Sati à proximité, le capitaine ne se soucie plus de détruire tout autour de lui, tant qu'il parvient à éliminer Aïk, allant jusqu'à presque couper son propre navire avec ses sorts marins. Cependant, éliminer l'intrus est considéré comme une victoire pour le capitaine, jusqu'à ce qu'il voit Aïk ressurgir de la mer avec Sati. La différence de pouvoir est alors plus que flagrante, avec Aïk flottant et absorbant le mana de l'eau, jusqu'à faire exploser toute la zone avec une attaque d'aussi puissante qu'elle détruit tout ce qui l'entoure et provoque même une pluie qui atteint le navire de la ville, situé à des kilomètres de là. Avec le capitaine qui leur a causé tant de problèmes capturé et Sati sauvé, l'accord d'Aïk avec la ville est complété cette même nuit. Le lendemain matin, tous les pirates sont emprisonnés, et tout le monde se dirige vers Eltoria pour terminer leur mission. Aïk prend également la peine de récupérer leur volet à la ville grâce à sa magie, et aussi grâce à Sati, qui lui a indiqué que l'or se trouvait dans le navire détruit. Plusieurs heures plus tard, en arrivant à Eltoria, celle-ci est impressionnée de voir que le jeune homme a complété sa part du marché en un temps record. Cependant, elle se demande pourquoi il ne s'est pas débarrassé du capitaine quand il en avait l'occasion. Ce n'est cependant pas le style d'Aïk, ce qui surprend vraiment Eltoria, car entendre de telles paroles de la part d'un membre de l'armée sombre ressemble presque à une mauvaise blague. Mais au final, un accord est un accord, et c'est maintenant à son tour de tenir sa promesse en concluant l'accord commercial avec Aïk. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il est un démon, et si cela venait à être découvert, cela pourrait poser de sérieux problèmes. Ainsi, cet accord doit rester secret, ce qu'Aïk accepte sans problème. Avant de partir, Eltoria lui rappelle la dernière partie de leur accord personnel, qui concerne sa fille. Pendant ce temps, nous voyons le royaume d'Aïk et toutes ses forces, extrêmement épuisées malgré la guerre en cours. Même lorsque Séphiro demande combien de temps il leur reste avant de manquer de nourriture, les servantes se lamentent, car elles ne survivront que 3 jours de plus au maximum. Les rations sont déjà au plus bas, donc, sans autre option, Séphiro décide de lancer une attaque sur la ville la plus proche, ne voulant pas mourir de faim. Bien que les servantes souhaitent attendre Aïk, le problème est urgent, donc l'idée d'attaque de Séphiro ne semble pas mauvaise, et malgré son faible niveau d'énergie, il promet de donner tout ce qu'il a contre l'humanité pour survivre. Pendant ce temps, Aïk, habillé de blanc, attend la nuit pour obtenir des ressources pour son peuple. Une Sati bien habillée apparaît pour lui dire combien il est beau dans sa tenue de cérémonie. Malgré tout, le jeune homme demande à Sati si elle ne préfère pas se reposer après tout ce qu'elle a vécu, mais même elle sait qu'il serait insensé de manquer une fête en son honneur pour avoir vaincu les pirates. Bien qu'elle soit élégamment habillée, elle ne sait pas quoi faire avec de tels vêtements, car elle n'y est pas habituée. Parallèlement, Julia apparaît pour enlacer son fiancé, qu'il a laissé seul récemment, ce qui l'a rendu triste. Bien que cela agace Aïk, il sait qu'il doit tenir sa promesse à la mère de Julia, donc Sati vient le sauver en mentionnant que tout le monde les regarde, ce qui calme la jeune fille. Quand Julia observe la relation entre Aïk et sa servante, elle comprend quelque chose d'important cette nuit-là. Pendant ce temps, la fête continue, et les invités de la plus haute société ne cessent de parler d'Aïk, car il semble être quelqu'un de très ordinaire, au point qu'ils ne peuvent pas croire que Julia soit tombée amoureuse de lui. La jeune fille intervient immédiatement, demandant à Aïk de ne pas prêter attention à de telles paroles, car pour elle, il est l'homme le plus beau du monde. À leur arrivée chez Eltoria, celle-ci ne tarde pas à mentionner que sa fille a un excellent goût pour choisir ses hommes, ce qui fait que notre protagoniste reçoit la bénédiction d'Eltoria pour sa relation avec Julia. Cependant, Aïk ne comprend pas très bien cette dernière partie, et la mère de Julia lui rappelle que leur accord doit être respecté à la lettre, ce qui signifie qu'il doit maintenant s'occuper de sa fille en tant qu'époux. À distance,
Cela fait mal à Satie. À ce moment-là, un présentateur annonce le début de la cérémonie de fiançailles entre Julia et Aïk. Ainsi, en plus d'une fête, c'est aussi un piège pour attraper un mari. Avant qu'Aïk ne puisse objecter, on lui rappelle que s'il refuse, le raccord sera annulé immédiatement. À cet instant, au loin, une lumière puissante apparaît, attaquant le château où se déroule la cérémonie. Avant de comprendre ce qui se passe, une épaisse brume envahit tout l'endroit, œuvre du seigneur démoniaque d'Hérokutan, qui informe son meilleur soldat qu'il doit revenir immédiatement, car Séphiro est sur le point de succomber face à l'ennemi.